Bienvenue à Ouvre ton jeu, le podcast. On dirait que je suis excitée aujourd'hui de vous parler. Là, je viens de terminer de faire le podcast avec Pierre-Yves McSween. Ouf! Je suis vraiment un peu, je sais pas comment dire, je m'attendais pas à ce qu'il parle tant que ça de lui. J'avais un petit stress, en fait, avant de faire Pierre-Yves McSween. Je me disais, je sais pas s'il va s'ouvrir. Pourtant, il savait c'est quoi le contenu, mais quand même. Et ce fut tout le contraire. Quelle transparence, quelle authenticité. Vraiment, je suis encore comme très, très heureuse d'avoir vécu ça avec lui. Puis je veux te dire, il y a un petit moment d'émotion à un moment donné où, moi aussi, c'est venu me chercher. Mais là, je viens de vous parler de ça. On dirait que j'avais besoin de vous le dire tout de suite parce que je viens juste de le finir. Mais je veux vous dire merci parce qu'on les lit, vos commentaires, puis vous êtes très, très généreux. À chaque jour, on reçoit des messages. Et là, on va faire un petit tour du monde. Il y a Valérie qui dit « J'écoute de la France avec un grand plaisir. Je ne connais aucun de vos invités québécois. C'est donc une découverte à chaque émission et à chaque fois, je suis admirative et heureuse de découvrir votre façon d'être et j'adore votre culture. C'est riche en humanité bienveillante. C'est parfois drôle, émouvant. » Alors, merci beaucoup, Valérie. Huguette, de la Martinique, je n'en manque aucun. Tous sont intéressants. C'est mon temps de relaxation qu'il est bon de connaître les gens. C'est d'une richesse incroyable. Et honnêtement, Huguette, c'est ce que je me dis à la fin de chaque épisode. Je me dis, je connais une personne de plus parce que j'apprends toujours à les connaître davantage et je retiens toujours quelque chose et c'est vrai que ça nous enrichit. On a Catherine et Jacinthe qui nous regardent de l'Australie, Claire de Monaco, Ginette de Mexico, Pauline de Cabo Verde et Diane et Suzanne de la Floride. Et de la Floride, vous êtes nombreux et nombreuses. On reçoit beaucoup de commentaires. Alors, salut à tout le monde. Vraiment, ça fait plaisir. Bon, il y a Gaëtan qui dit, moi, je vous écoute en voiture lorsque je m'en vais au chalet avec ma conjointe. Ça, c'est le fun quand il l'écoute à deux, parce que des fois, ça fait plusieurs conversations. Clara elle nous dit, moi, j'ai découvert le podcast pendant des phases d'insomnie. Caroline, pendant des marches en forêt. Alors, continuez de nous donner cette information-là. Qu'est-ce que vous faites quand vous écoutez ou regardez le podcast? Parce que l'autre fois, j'ai appris à quelqu'un disant, ouais, mais vous n'êtes pas obligé d'être devant la télé, parce qu'elle m'a dit, moi, je ne peux pas écouter le podcast, j'ai pas le temps. Je dis, non, vous pouvez marcher. Au pire, vous pouvez, si vous l'avez sur votre tablette, le promener en faisant la cuisine, en faisant d'autres choses. Puis là, elle m'a dit, mais quelle bonne idée. Alors, c'est ça qui est le fun aussi du numérique. On peut l'écouter de différentes façons. Je veux vous rappeler que ça s'en vient. Ouvre ton jeu. Si vous aimez ça dans ce format-là, là, on s'en va sur scène. On va faire une captation spéciale. Et je suis bien excitée de vivre ça. J'espère que les fans d'Ouvre ton jeu vont venir nous voir. Donc, le 20 octobre à 15h, donc c'est un dimanche après-midi, on sera au club du 10-30 à Brossard. L'invité, Chantal Lacroix. On sait comme elle est généreuse, c'est un livre ouvert. Alors, j'ai l'impression que il va y avoir peut-être des rires, mais surtout, j'ai l'impression qu'il y aura beaucoup d'émotions. Et en plus, il y a le niveau public. Donc, quand vous allez arriver, il y aura une grande boîte. Vous allez pouvoir écrire une question sur une carte, la mettre dans cette boîte-là. Et Chantal va piger des questions. Ça va faire le niveau public, puis elle va en choisir. Le 27, donc le dimanche suivant, toujours à 15h, on s'en va dans la grande salle à Québec, Albert Rousseau. Et cette fois-ci, l'invité sera P.A. Méthode. P.A., c'est un ami, c'est quelqu'un que je respecte grandement. On a en commun la Gaspésie. Les deux, on connaît très, très bien la baie des Chaleurs. Donc, de se retrouver sur cette grande scène-là. Puis là, il m'a rassuré. Il m'a dit, tu sais, moi, je connais la scène, puis toi, tu fais de l'entrevue. Donc, ensemble, parce que c'est quand même imposant pour moi aller à faire la grande salle Albert Rousseau. Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose. Évidemment, il y aura aussi le niveau public à ce moment-là. Et pour celles et ceux qui sont abonnés au Marie Club, sachez qu'à 13h le 20 et à 13h le 27, vous pourrez venir me rencontrer en coulisses dans chacun de ces endroits-là. Et en plus, ça va vous permettre de vous connaître entre vous, chers membres de la grande communauté du Marie Club. Alors, je vous remercie en tout cas de tout ce que vous me dites. Et je vous rappelle aussi que le jeu de table, parce que là, on en manquait, il n'y en avait plus dans aucun magasin.
On a dû en recommander. Ils sont enfin arrivés. Donc, vous allez voir là, dans les librairies, boutiques de jouets, à certains endroits, vous allez retrouver le jeu Ouvre ton jeu parce qu'il y en a beaucoup qui me disaient oui, mais j'aimerais ça jouer, mais parce que, bon, ça permet de faire des introspections, ça permet de se connaître. Et il n'y en avait plus. Alors, quelle bonne nouvelle. Alors, en fait, c'est plate qu'il n'y en ait plus, mais ça veut dire que vous avez quand même un intérêt. Alors là, il ne devrait plus avoir de problème pour un bon petit bout. L'épisode qu'on fait aujourd'hui est disponible, je vais vous le dire, parce qu'il est disponible d'avance sur Patreon. Patreon, c'est un endroit où c'est plein de podcasts. Vous payez, il y a différents niveaux, un niveau audio et après ça, un niveau visuel. Est-ce que vous voulez aussi faire un question-réponse avec moi à chaque mois? Et vous avez les épisodes d'avance, comme par exemple la diffusion partout de Pierre-Yves, et maintenant, le 30 septembre, mais en primeur sur Patreon, c'est déjà arrivé le 20 septembre. C'est pour vous donner un exemple, si ça vous tente d'avoir les épisodes d'avance, si vous voulez avoir un contact privilégié où on pourra se parler, vous pouvez vous abonner sur Patreon. Maintenant, évidemment, je dois remercier les partenaires. Karine Jonca, qui vous offre d'ailleurs un code promo, Ouvre ton jeu 15. Eros et compagnie, aussi un code promo. Alors, c'est 15 de rabais si vous achetez en ligne. C'est la même chose pour Karine Jonca. Alors, Ouvre ton jeu 15 pour Karine Jonca et juste Rose 15 pour Eros et compagnie. Et pour Opto Réseau, c'est un rabais de 100 $ à l'achat de verres réactifs à la lumière. Vous pouvez aller dans les 85 cliniques du 16 septembre au 31 octobre 2024. Évidemment, je ne suis pas seule. J'ai une équipe. Caroline Dionne, par exemple, à la coordination. David Bourgeois à la mise en ligne. Jonathan Fréchette à la création numérique. Maëlle Ledevin à la captation, que je remercie. Ils sont d'une patience incroyable. Et maintenant, place à cet homme que j'ai vraiment... Il s'est passé quelque chose. J'ai l'impression de le connaître maintenant. J'ai l'impression que le comptable, le spécialiste de la finance a laissé place à l'homme qui est Pierre-Yves McSween. Alors, je vous le présente. Ça commence maintenant. Des fois, puis elle dit, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu cherches à régler? Puis je suis même pas encore capable de lui dire tout. Tu sais, imagine, c'est une personne qui est payée pour être confidentielle. T'es pas capable encore de lui dire tout parce que c'est trop ancré en toi? Mais il y a des affaires, une chose à la fois qu'il faut régler dans la vie. OK. C'est la première qui m'a dit, t'as peut-être un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. T'as-tu déjà pensé à ça? J'ai dit, pourquoi tu dis ça? Je suis un premier de classe, j'ai jamais eu de problème au travail, je suis un créatif, je suis performant. Elle dit, c'est ça l'erreur. Elle dit, toi, t'as vu l'hyperactivité de ta génération, c'est-à-dire les enfants qui montaient ces murs et qui étaient pas capables de se contrôler. Toi, c'est pas ça, c'est dans ta tête, l'hyperactivité. Elle n'est pas physique. Tu sais, il y a des enfants hyperactifs qui sont incapables. Oui, c'est ton cerveau qui a la bougeotte. C'est son physique. Moi, c'est le cerveau. Pendant que je te parle, j'ai une deuxième conversation avec la prochaine question. Ouvre ton jeu est présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau, disponible dans près de 1000 pharmacies au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca. Notre invité, là, il m'a tapé ses nerfs à quelques reprises avec « En as-tu vraiment besoin? » Parce que moi, j'avais toujours eu l'impression que j'avais besoin d'un paquet d'affaires. Puis en même temps, il m'a fait comprendre qu'effectivement, cette question-là peut être pertinente à quelques moments donnés. Puis j'ai l'impression qu'on le connaît pas tant dans sa vie privée. Il est-tu aussi gratteux et chiche qu'il semble l'être? Non. Moi, j'ai envie de savoir, c'est qui derrière Pierre-Yves McSween? Salut, Pierre-Yves. Salut, mais toi, déjà en partant, là, cette image-là, elle est surfaite. Parce que dans le fond, je dis qu'il faut bien gérer ses finances. Puis qu'on peut faire des choix de dépenses une fois qu'on a bien géré ses finances. C'est pas une question d'être gratteux, c'est une question de dépenser à l'âge où tu as le droit de dépenser. Oui, mais tu sais, moi, tu m'as confronté avec ton livre. Pour vrai, moi, je dépense en masse, je dépense plus que le 3/4 du monde au Québec, mais j'ai 45 ans. C'est ça que je dis. Tu sais, crée-toi une valeur financière, optimise tes finances quand tu es jeune, puis à 40 ans, dépense, tu vas mourir. Mais qu'est-ce que tu as fait avant 40 ans? Bien, je te donne un exemple. Moi, j'avais des affaires de base, comme des principes que tu mets 20 de ta paye brute de côté à 20 ans. Tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'obligation, tu as besoin de moins grand pour ton appartement. Tu sais, dans le fond, tu n'as pas d'enfant. Faut pas justifier un 5,5 quand t'es deux.
tu n'es qu'à tes limites. Mais ça devient d'où, ça, cette conscience-là? C'est l'autonomie. C'est que quand tu as 18-19 ans puis que tu es autonome financièrement, tu payes ton appartement, tu payes tes frais de scolarité, tu travailles l'été, puis c'est comme ça que tu survis. Mais ça vient de là. En fait, ça vient du fait que j'étais autonome en rentrant à l'université. C'est-à-dire que des fois, je suis confronté avec le mode de vie d'aujourd'hui, puis je le dis ouvertement. L'autre jour, je parlais à quelqu'un, tu sais, je regardais la fille de ma blonde qui a 17 ans, puis je me disais, aïe, aïe, hein, on n'est pas à la même place. À son âge, moi, j'étais déjà, bon, tu sais, elle est super responsable, elle travaille, elle gagne ses sous, tout ça. Mais moi, j'étais dans un mode de, bon, il faut que je double mon salaire. Il faut que je gagne ma vie. Il faut que je paye mon université l'année prochaine. Il faut que je m'arrange. Il faut que je paye mon appartement. Et donc, à 18 ans, moi, j'étais parti de la maison. Parce qu'on revient à l'époque où les gens ne faisaient pas 1 heure de route pour aller à l'université. Là. Je viens de Valleyfield, donc quand tu viens de Valleyfield, tu t'inscris à l'Université de Montréal, c'est terminé, tu as un appartement. C'est pas « Ah, je vais voyager ça tous les matins ». Ben non. Moi aussi, j'étais comme toi. J'étais allée en appartement jeune à cause des études. Ben pense-y. Mettons là, que je partais de Valleyfield tous les matins, c'est complètement fou en budget, ça te prend une voiture plus le gaz. Ouais. Mais surtout, c'est que tu prends 1h30 pour y aller, 1h30 pour revenir, 3 heures par jour, fois 5 jours semaine. T'es rendu à 15 heures de non-études par rapport aux autres qui sont dans ta classe. Mais sûr que les appartements étaient quand même plus abordables que maintenant pour les jeunes. Ben, c'est drôle, j'ai fait j'étais allé sur TikTok là, comme une vieille personne qui essaie d'être cool. Fait que j'étais allé faire cette année, je suis retourné voir l'appartement, le 69-60 Burnham, où j'avais loué la première fois à Montréal en 1998. Le quartier n'était pas comme aujourd'hui parce que là, ils ont défoncé la station-service, ils ont fait un pont en Outremont, puis parc extension, ils ont fait un parc, ils ont fait un campus universitaire à l'autre bord. Moi, à l'époque, c'était pas beau, là, puis pas... Tu sais. Et donc, j'étais arrivé là-bas, puis je me souviens encore du prix. C'était 575 $. On n'oublie pas que le salaire est encore en bas de 7 $. Il ne faut pas oublier que si le salaire a doublé, minimum, il faut que les appartements aient doublé. Donc, si je te dis aujourd'hui, un appartement de, je sais pas moi, 1150 dans parc extension, est-ce que c'est cher? Et c'est proportionnel au salaire. Les gens ont des billets d'ancrage de l'époque. T'as pas l'époque. l'impression que ça a quand même plus augmenté, que les salaires ont augmenté? Bien, le salaire minimum avant augmentait de 10 cents. Là, on l'a augmenté de 7 % l'autre fois. T'sais, donc, il faut voir ça aussi. On a augmenté le salaire minimum, demandé d'une pièce. T'sais. Donc, tout tu penses qu'on économise, on y arrive? Non, la vie est plus difficile parce que le coût d'acquisition des immeubles est plus grand. Ça, c'est sûr. Ouais. Proportionnellement. Okay. Moi, à mon époque, 10 000 $ c'était beaucoup, mais avec 10 000 $ tu avais une mise de fonds de quelque chose. Oui, d'un compte. À chacun. Bon. Ouais. Avec la CHL, tout ça. Mais le point est le suivant. C'est que ça me coûtait 575, mais je dormais dans le salon. Aujourd'hui, tu dirais à un ado qui devient adulte, bon, tu vas aller dans le parc extension, tu vas être mal isolé, puis tu vas dormir dans le salon avec un paravent. C'est pas super. C'est un lit simple. C'est un lit simple, un paravent, un ordinateur. Je peux pas dire que c'était le grand luxe, mais ça a été le fondement de ma réflexion financière. Si je peux vivre comme ça, après ça, ça peut juste mieux aller. Puis j'ai dit tout le temps, le confort, c'est comme une drogue. Si tu prends un niveau de confort, tu ne reviens pas en arrière. T'as raison. Donc, avant de commencer dans le confort, gagne-le. Donc, je te donne un exemple. J'ai loué une voiture électrique l'année passée pour des raisons que les voitures usagées étaient rendues bien trop chères, pour la valeur qu'il y avait fondamentalement. Là, je vais louer pour une fois dans ma vie, je vais regarder le marché de l'électrique. Ah, mais là, c'est comme conduire un go-kart, là. Je peux plus revenir en arrière. Ça répond bien trop bien, c'est bien trop le fun à conduire. Donc, là, j'ai un confort que je... Tu crées un besoin. Ben, j'ai un confort nouveau, puis je sais que c'est dur de revenir en arrière. C'est comme quand tu as mangé dans un bon restaurant dans ta vie, tu comprends que tu as mangé moins bon avant. Tu n'as plus le goût de revenir en arrière. Donc, moi, des fois, je me dis, tant qu'à aller manger une brochette de poulet sur du riz puis une salade, on va le faire chez nous, ça va être meilleur. Donc, tu commences dans le moins de confort pour aller vers plus de confort. C'est qu'en mais fait, tu vas suivre ton rythme. Oui, mais là, je dépense beaucoup parce que la patente est la suivante. J'ai des enfants, je veux leur payer une vie qu'ils méritent ou que je veux avoir, puis je veux pas qu'ils aient le stress financier. Mais tes amis, à l'époque, ils mais ils sont tous comme moi. Moi, je viens d'un milieu où mes amis avaient vécu la même affaire que moi. Là, on était coloc. Là, je veux dire, on avait... Écoute, je me souviens mais très bien. est-ce qu'ils se mettaient 20 % de leur salaire brut de côté? Mais là, ça dépend, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde de ma génération qui l'ont fait parce que si tu viens d'un milieu semblable, tu as la même réflexion. Mais la vie financière est distincte pour plein de monde. Je vais te donner un exemple. Je n'attends pas d'héritage. Quand tu n'attends pas d'héritage, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi, la retraite, j'y pense beaucoup plus que d'autres.
Il y en a d'autres que je connais qui n'ont jamais eu à payer leur maison parce que ça a été un don de leurs parents. Tu comprends-tu qu'on ne peut pas regarder les voisins? Moi, c'est ça que je dis tout le temps. Regarde ta situation personnelle, puis c'est celle-là qui va être la tienne. Tu as tellement raison par rapport à ça. Oui, tu as raison. Moi, une fois, je travaillais dans une équipe, puis il y avait une membre de l'équipe qui était peut-être dans la trentaine, puis qui disait, tu sais, moi, j'ai pas besoin d'accepter tous les contrats parce que quand mon père va mourir, j'aurai un héritage. Puis ça m'avait... parce que moi, je suis comme toi, je n'ai jamais pensé à l'héritage et je le pense toujours pas. Puis ça m'avait fait comme, hey, ça, c'est une drôle de vie, par exemple. T'attends comme la mort de ton parent pour passer à go et réclamer 200 $. Ben, c'est étrange à quelque part, mais c'est vrai que ça... En tout cas, dans ce cas-là, j'avais l'impression que ça déresponsabilisait. Ben, ça enlève beaucoup d'anxiété financière parce que si tu sais que tu attends 1 million, tu n'as pas besoin de penser à ta retraite. La personne qui est à côté de moi qui va hériter de 20 millions, ou 2 millions, ou 1 million, ou 500 000, prochainement, ben, sa retraite est accumulée. Et donc, mon 20 dont je te parle... Mais c'est pour ça ton autonomie. C'est de là que ça part. C'est de dire, je suis responsable de moi-même, mais il n'y aura pas de cadeau qui va arriver. Ben, il y a un côté aussi, règle du jeu. Je n'étais pas tant comme... Tu sais, quand j'étais plus jeune, c'était une optimisation financière pour arriver à la fin de l'année, parce que je me souviens, moi, je payais mon université, puis là, rendu en avril, j'allais à la banque parce que j'avais pas de gros prêts et bourses. Fait que je rentrais à la banque, puis là, je disais, bon, je vais prendre une marge de crédit pour finir l'année. Donc, d'avril à mai, là j'étais dans la marge de crédit. Là, je travaillais l'été dans une usine, puis là, je payais ma marge de crédit, j'accumulais après ça un dépassement, et là, je repartais l'année suivante. Et donc, quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, aïe, j'ai passé des années avec... Je me souviens, la première année, j'avais 9 800 $ de budget pour l'année en 98, ce qui est peut-être l'équivalent aujourd'hui de, je sais pas moi, 15-20 000. Et je me suis dit, bon, mon appartement me coûte 200 par mois le loyer, plus le téléphone, Internet, la 4.3 par seconde. Et bon, quand j'arrivais à la fin de l'année, il fallait que je paye, mais là, il est arrivé quelque chose. Je suis rentré à l'université en 98 avec la naïveté de penser que je pourrais m'en sortir avec les laboratoires informatiques de l'université. Et donc, d'aller faire tes travaux dans les labs. Je sais que les plus jeunes ne peuvent pas comprendre ça, mais à l'époque, il y avait des labs, puis on allait faire nos travaux d'informatique dans les laboratoires, mais ils étaient tout le temps occupés. Fait que là, on allait faire nos travaux très tard le soir pour avoir un ordinateur disponible. Puis à un moment donné, j'ai pris 2000 $. T'as acheté un ordi. Mais 2000 $, c'est 20 % de mon budget annuel. Donc, imagine un jeune aujourd'hui, je te disais, aujourd'hui, tu peux avoir un ordinateur de base pour 500 $. Dans le temps, c'était 2000, il n'était pas portable, là. C'était une tour avec un écran. Moi, c'était 3000. Je suis plus vieille que toi, là. C'était 3000, mais il était gros, là. Mon premier portable était 3300 $. Hey, c'est fou, ça, hein? Et quand tu y penses, c'était 2000 sur 10 000. Donc, c'était 20 % de mes actifs annuels qui allaient là. Et c'était en dollars de l'époque. Donc, c'est comme si j'ai un étudiant aujourd'hui, achète-toi un ordinateur de 5 000 $. L'étudiant dirait, voyons donc, 5 000 $ pour un ordinateur. Qu'est-ce que tu as fait? Un moins manger? Non, j'ai fait de la marge de crédit. J'ai utilisé la marge de crédit. Et l'été suivant, j'ai été chanceux. J'ai eu une promotion à l'usine. C'est drôle, hein? J'ai eu une promotion à l'usine qui a fait en sorte que j'ai eu un poste d'espèce de gestion. Et ça m'a permis de payer la marge de crédit, de payer l'année, puis de cotiser à mon REER. Imagine, j'ai cotisé à mon REER en 2e année d'université, 2e, 3e. Donc, quand je suis sorti de l'université, j'avais des dettes et des REER. Ça fait un beau titre de livre, hein? Des dettes et des REER. J'adore ça. Est-ce que tu es prêt à ouvrir ton jeu? Oui, parce qu'on n'a pas commencé encore. On n'a pas commencé, mais j'aime ça t'entendre parler d'argent. Ça fait du bien parce beaucoup, que... là, faire attention. Mais honnêtement, l'éducation financière, c'est vraiment un manque. Oui, mais là, tu vas aller ailleurs, j'imagine. Ben oui, on va parler de d'autres choses. Là. Caroline. Il y a un niveau vert, Pierre-Yves. Le niveau vert, c'est un niveau... c'est des questions générales. Facile. Assez facile. Ça va dépendre de toi. Moi, je connais pas toute ta vie, mais ce jeu-là t'appartient. Donc, il y a des questions qu'on va retrouver évidemment dans d'autres jeux, mais il reste que ce mix-là de questions, c'est le tien. Jaune, on devient un peu plus personnel. Rouge, bon, on pourrait dire que c'est personnel. Rouge, est-ce que c'est comme les feux de circulation, c'est-à-dire qu'à rouge, c'est rough? Ben, pour certains, oui. Il y a des gens pour qui répondre à n'importe quoi, ça va. Il y en a d'autres, on sent que c'est plus complexe. Ça, c'est les questions Eros et compagnie? Et questions Eros et compagnie, exactement. C'est peut-être celle-là que je suis le moins gêné. Moi, j'ai très, très hâte d'aller là. Et la question opto-réseau que je vais te poser à la fin. Mais tu as un joker. Donc, si à un moment donné, je vais trop loin... Je veux pas y aller, j'arrête ça. Tu peux l'utiliser une fois.
Donc, c'est un peu comme... C'est un mulligan au golf. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que j'en abuse au départ parce que ça se peut qu'à la fin, j'en regrette Ça se peut d'avoir... que tu le regrettes, exactement. Y a-t-il des invités qui restent avec leur joker? Oui, la plupart. Ah oui, OK. C'est plutôt rare, ça veut dire que l'utilisation. t'es une personne gentille. Là. Mais quand elle l'utilise, par contre, je le respecte puis je passe à une autre. Tu sais, je le sens que... Sauf que ça sous-entend quelque chose. Si j'utilise mon joker, ça sous-entend que je ne veux pas aller là, donc c'est un sujet épineux. Oui, mais j'irai pas. Je OK. vais pas traverser la ligne. Je respecte ça parce que déjà que tu viennes ici, que tu te prêtes au jeu, c'est énorme. Après ça, il y a des affaires des fois qui sont plus délicates et qui... Je veux pas non plus, tu sais, que tu partes puis que... Je vais fâcher. Mais pas que tu sois fâché, c'est que, mettons, ta blonde écoute ça ou... pourquoi t'as dit ça, tu sais? Oui, je comprends. Ça arrive souvent. Non, mais c'est surtout que là, j'ai mon jeu. Tu sais, quand je joue aux cartes, on ne montre pas ses cartes, mais là, tu sais que j'ai un joker. T'as un joker, exactement. Alors, le niveau vert, tu les brasses, tu peux les brasser sur la table. Tu vas m'en donner 5. Moi, j'aime ça. T'aimes ça, hein? Tu vas m'en donner 5. Je vais les brasser comme ça. Tu vas en choisir une auquel tu vas répondre et je vais en choisir une aussi. OK, répète ça. J'ai fait deux Donc, choses tu en vas même m'en temps. donner 5 que tu choisis. Je peux les regarder. Non, tu les regardes pas pantoute. Ben OK, non, là, 5. J'en ai 5 en ligne. Tu me fais 1, confiance. 2, 3, 4. Alors, je les lis, OK? Tu sais que je suis un gros joueur de 500. Moi, il y a un jeu de cartes que j'adore, c'est le 500. Fait que là, t'as l'impression de jouer aux cartes. Ouais, puis c'est moi qui distribue, mais le problème, c'est que je contrôle Là, pas le jeu. c'est moi qui les lis, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec celle-là? Tu t'en fous. Tu sont les plus laisses là, bonnes. tu les garderas, tu vas les apporter chez toi. Tu pourras jouer avec chez toi. Hein? Là, ouais, c'est ton jeu. Je te les lis. OK. Tu vas en choisir une auquel tu veux répondre, puis après, je vais en choisir une auquel tu devras répondre. OK. Vas-y. OK? Quelle importance accordes-tu au regard des autres? Quel est ton pire défaut? Comment réagis-tu à l'autorité? Quelle est ta plus grande peur? De quoi es-tu le plus fier? Mon Dieu, c'est tout facile. C'est vert, ça. C'est vert, exact. Quelle est ta plus grande peur? Et je ne sais même pas. Comment réagis-tu à l'autorité? Tiens, ça, c'est Ouais. une bonne pour moi, ça, si tu vas là quelque part. Je suis une personne qui est très docile d'enfance parce que j'ai été élevé dans un monde judéo-chrétien où il y a le bien et le mal. Et j'ai comme adhéré à ça très vite. C'était facile, il y avait des règles de vie. Hein, tu sais, il y a le bien, le partage, puis le mal, l'égoïsme. Là. Tu comprends Est-ce que un c'était peu? une famille qui était plus religieuse que la moyenne? En fait, c'est une question d'âge. Moi, mon père a 80, ma mère a 78. Et c'est les derniers... Je te dirais que c'est la dernière génération qui a vécu à la messe tous les matins, que leurs parents étaient... Du côté de ma mère, je te dirais que les parents, je ne les ai pas connus. Ma grand-mère elle a décédé trop jeune, mais du côté de mon père, tu sais, le curé disait à ma grand-mère qu'elle ne devait pas empêcher la famille. Là. On est à cette époque-là. Et donc, ma grand-mère, Léona, a eu un enfant à 49 ans. Donc, après son fils. Fait que, ce qui est drôle, c'est que ma cousine la plus vieille est plus vieille que son oncle. Donc, ta grand-mère était enceinte après. Ma grand-mère était une Après ça. dame qui était soumise, comme tout le monde à cette époque-là, mais Ouais. qui me semble avoir été une femme de tête qui se serait libérée de ça bien plus que son mari, j'avais l'impression. Tu sais, quand je regardais mon grand-père et ma grand-mère quand j'étais jeune, j'avais l'impression que mon grand-père avait le stress de nourrir 13 bouches, plus lui et sa femme, donc 15 personnes avec son salaire de monsieur. Puis ma grand-mère était comme la force tranquille qui l'empêchait de craquer, j'imagine. Tu sais, c'est ma vision. Là. Écoute, je n'ai que des souvenirs de Ouais. mon grand-père affaibli par le diabète puis très nerveux avec l'argent. Puis ma grand-mère, ben tu sais, elle faisait des miracles. Elle avait c'est comment ma grand-mère gérait son budget? On dit, on retombe dans l'argent, tu vois. C'est qu'il y avait des enveloppes, puis elle avait une enveloppe pour le linge, une enveloppe pour... Puis elle s'empruntait à ses enveloppes, elle transférait à ses enveloppes. C'est mes parents qui m'ont expliqué ça. Mais on revient à la base. Fait que ça. Fait que mes parents mon père servait à la messe. Tu sais, à l'époque, les Québécois ne peuvent pas s'en rendre compte, mais les Québécois n'allaient pas à la messe tous les dimanches. Ils allaient à la messe tous les jours avant d'aller travailler. Puis il y avait des messes le matin, puis l'église était pleine. C'était probablement le meilleur business model de l'époque, c'était d'être curé. Mais c'est pour ça qu'il y a autant d'églises au Québec. Tu sais, Oui. Des fois, on peut se poser la question, parce que maintenant, il y a plein d'églises, il ne se passe plus rien. Mais tu sais, comme à Rivière-du, il y a 3 méga églises. Sont Ouais. incroyables, mais c'est parce qu'il y avait du monde à un moment donné qui était là. Donc, mon rapport à l'autorité, parce que j'étais un Mais- peu TDA. mais fait que attends, dis-moi je viens dans- pourquoi, je viens de là. Je vais t'expliquer un peu. Ouais. C'est que, fait que là, moi, j'étais élevé dans des parents qui ont vécu cette époque-là. Donc, eux-mêmes m'ont baptisé, première communion, confirmation. J'ai fait le petit page à l'église. Là, tu sais, quand tu t'en vas soulever l'enfant Jésus à Noël, là. J'ai fait toutes les célébrations du pardon. Comment t'appelles ça? Donc, le dimanche des rameaux, le mercredi des Tout cendres. ce qui se passe à Pâques. Là. Mais pour ma génération, c'est limite. Il y en a qui ont fait quand même. Le Moi, carême. moi, j'allais à la messe tous les dimanches. Là. J'étais obligé. Là. Mais j'étais même pas assez rebelle pour T'étais-tu dire... habillé propre? Ah oui. Moi, ma mère mettait des pantalons de corduroy, de corduroy. Tu comprends? Mais le point qui est drôle là-dedans, c'est Caroline que j'étais en rébellion contre ça, mais donc je respectais. Tu sais, j'aurais pu juste aller au parc. Tu
sais, quand je dis à ma mère, je vais aller à la messe de bonheur, je vais m'en débarrasser. Tu sais, je rappelle au parc 1 heure comme mon ami Martin, il peut revenir à la maison. Donc, je suis dans cette dernière génération-là qui a vécu ça. Puis, tu vois, un de mes amis, c'est MC Gilles, puis MC Gilles a vécu ça aussi. Donc, on respecte le patrimoine, mais moi, j'étais en rébellion comme ça. Mes enfants ne sont pas baptisés. Tu te questionnais par rapport à ça. Oui, c'est sûr. Maman, moi, je disais à ma mère, je disais, questionnais pas. Moi, j'étais. Mais t'as-tu des frères, des sœurs? J'ai 2 sœurs. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est pourquoi le rapport à l'autorité, c'est que je respectais l'autorité. J'étais docile. Mais à un moment donné, j'ai jamais eu de rébellion d'adolescent, j'ai jamais eu de rébellion d'adulte. J'ai fait ce que j'avais à faire. Moi, il y a le bien. Tu sais, je respectais les conventions. Mais à un moment donné, tu apprends à optimiser ta vie en fonction des conventions. Donc, la convention, c'est que si tu n'épargnes pas, tu es dans la rue, parfait, je vais respecter les conventions, moi épargner. Tu comprends? Donc, le rapport à l'autorité est là. La seule affaire, c'est qu'en vieillissant, à un moment donné, tu passes de l'incertitude d'être un travailleur qui veut faire sa place. Moi, je viens de l'époque où tu avais peur d'être au chômage. Parce que les plus jeunes aujourd'hui n'ont pas ce stress-là. Nous, c'était le chômage. C'était récession-chômage. C'était les 2 sujets que je regardais Montréal ce soir aux nouvelles. Là. Ouais. Récession-chômage, dollar canadien. Tu sais. Et il y avait beaucoup de gens au chômage qui perdaient leur emploi puis qui cherchaient un emploi. Puis quand tu avais le parent de tes amis qui était au chômage, là, c'est comme un peu s'il y avait la faiblesse pendant une couple de mois, qu'il y avait des difficultés dans la famille. Et donc, ma plus grande peur, c'est de ne pas avoir de job en sortant de l'université. Et donc, cette peur-là fait en sorte que tu respectes l'autorité. Jusqu'à temps que tu te crées une valeur assez grande pour dire c'est bien beau, je respecte les règles, mais les règles disent, à un moment donné, tu crées ta valeur marchande puis tu te fais plus avoir. Au début, tu travailles pour quelqu'un d'autre, puis après, tu peux demander des augmentations de salaire, puis tu peux demander d'avoir des responsabilités, puis tu peux demander, bon. Fait que j'ai un rapport à l'autorité respectable, mais si l'autorité abuse de son pouvoir, là, tu me perds. Si tu me mens, tu me perds. Si tu me manipules, tu me perds. Il y a un gars qui a déjà dit à un de mes partenaires d'affaires, Pierre-Yves, il est intelligent, là. Tu as juste à lui dire la vérité, ça va aller bien mieux que si tu le bullshit. Donc, mon rapport à l'autorité est, si tu me prends pour un épais, je vais avoir un mauvais rapport à l'autorité avec toi. Si tu me dis, regarde, voici la situation, voici ce que je te donne, voici ce que je peux faire pour toi, puis j'irai pas plus loin que ça, puis je trouve ça beaucoup plus honnête, puis tu vas avoir plus ma fidélité. C'est niaiseux, hein? Si tu me dis, je vais te payer de temps, voici ta responsabilité, tu n'auras jamais ça. Je vais respecter ça. Puis je vais peut-être être justement dans une relation de dire, OK, c'est ça que tu peux me donner, je vais... T'aimes cette franchise-là. J'aime la transparence, puis chacun... Mais t'es capable de la recevoir aussi. Ah oui, tout à fait. Mettons, mon employeur, j'ai rencontré un futur client potentiel l'autre jour, puis il me dit, ce qui est le fun avec toi, c'est que j'ai pas besoin de te flatter dans le sens du poil, puis t'expliquer la vie, puis de faire semblant que t'es la 8e merveille du monde. Je te résume ça dans d'autres mots, là, mais je le paraphrase dans ça, il me dit, si je suis transparent avec toi, tu vas être transparent avec moi. Fait que j'ai pas de fausse réponse. Donc, si tu me poses une question, je vais te donner la réponse. Alors, mon rapport à l'autorité est bon, mais j'ai un petit côté TDA. Des fois, quand je stick sur quelque chose, ça peut être fatigant. Tu sais. J'ai comme une obsession, tu sais, de... Comment je peux dire ça dans les termes plus clairs? Si je surfocus sur quelque chose, je vais vraiment surfocuser. Et donc, je vais me donner à 100% pour ou contre quelque chose. Mais, j'ai un grand sentiment... Tu vas vouloir que ça change. Bien, je te donne un exemple. Si je me rends compte qu'il y a une iniquité entre les gens avec qui je travaille et moi, à leur défaveur, je vais les défendre. Ce qui n'est pas vraiment intelligent dans un rapport à l'autorité. Par exemple, si je travaille avec quelqu'un puis je dis, on a tous des contrats, on est tous des fournisseurs, je connais la valeur marchande de la personne au niveau professionnel, je connais la mienne, puis je dis, je gagne trop bien ma pièce par rapport à cette personne-là, puis cette personne-là la gagne pas assez bien. Je vais lui dire. Puis je vais lui dire, regarde, tu pourrais aller chercher tant de plus selon moi, puis joue-les comme ça. Puis à l'autorité, je vais dire, je pense que vous abusez de cette personne-là, ou je pense que ça n'a pas de sens. Fait que je me mêle pas de mes affaires, des fois, dans l'autorité. J'ai le bâton du pèlerin, des fois, que je devrais juste le laisser chez nous. Il n'y a personne qui ferait ça pour moi. Donc, pourquoi je fais ça? T'sais. C'est vraiment cave, des fois. Mais c'est pas grave. Moi, quand je me lève le matin et j'ai un miroir, tu es capable de te regarder dedans. Ben c'est ça. Mais là, tu m'amènes quand même sur... C'est beaucoup de réponses, là. Tu m'amènes quand même sur ce qui s'est passé. Je sais pas si tu as quitté ou on t'a fait quitter, mais... On m'a fait quitter. On t'a fait quitter le 98.5, on va le nommer. T'aimes nommer les choses. Oui. Je veux pas te mettre dans l'eau chaude, par exemple, c'est pas du tout le but. Ben en fait, c'est de l'autorité publique qu'on a mis fin à mon contrat. Qu'on a dit à l'amiable. À l'amiable, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui a claqué la porte. Ça veut dire que il y a quelqu'un qui décide de mettre fin au contrat de part et d'autre, mais que les deux sont satisfaits des termes de fin. Moi, c'est comme ça. Moi, c'est comme ça que je lis à l'amiable. À l'amiable, ça ne veut pas dire que ça te tentait de mettre fin au contrat. À l'amiable, ça veut dire, dans les circonstances,
Si on me fait mon contrat et on respecte les clauses du contrat, je suis... La meilleure des situations dans la... Mais donc, est-ce que ça a un rapport avec la façon que tu réagis à l'autorité? J'ai 45 ans. Je viens de l'avoir. Hein. C'était ma fête, en fait. Ben, bonne fête. Merci. 45 ans, puis c'est drôle, j'ai écrit le livre Liberté 45. Puis j'ai dit, dans le livre Liberté 45, je dis 45 ans, c'est l'âge où tu peux dire non. Puis tu as assez de solidité pour avoir du pouvoir de décider ta vie. Mais en même temps, il reste encore assez de temps pour que tu ailles de quoi devant toi. Et donc, à un moment donné, si on me met devant un faux dilemme de dire tu peux plus faire ce pourquoi on t'avait engagé, bien là, on a signé un contrat tous les deux. Si vous voulez pas le respecter, on va l'arrêter là. Et vice-versa. Si tu essaies de me faire autre chose, je vais te dire non, moi j'ai signé ce contrat-là. En toute franchise, vous avez dit ça, j'ai dit ça, on a fait ça. Si le deal ne tient plus, ben s'ils me disent après ça, nous c'est ça ou c'est rien, ben OK, c'est terminé. Tu sais. Donc, en somme, je peux pas donner les détails du contrat, mais je peux dire qu'on a mis fin à mon contrat en respectant les clauses contractuelles. Et tu t'es affirmé. Je me suis pas affirmé, j'ai accepté la situation. Tu as accepté la situation, mais... Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, ni comment, ni les tenants et aboutissants. Tu sais, dans une organisation, tu as plusieurs forces. Tu as les gens qui travaillent, surtout dans les médias. Tu as les gens devant la caméra, derrière la caméra ou derrière le micro ou devant le micro. Tu as les gestionnaires, tu as les actionnaires, tu as des jeux de coulisses, tu as des équipes informelles, tu as des équipes formelles. Donc, qui a travaillé fort pour que le vent est dans ma face ou dans mon dos? Parce que d'un point de vue business, je la comprends pas. C'est d'un point de vue purement business, là, si je suis un gestionnaire, je m'assois puis j'essaie de régler tout ça parce que tout le monde a perdu là-dedans. Eux, moi, partout. En même temps, je peux pas te dire que j'ai tant perdu que ça parce que présentement, ça fait 4 semaines que je me lève à 6h30 au lieu de 4h. Je vais dire, hé là là, ça fait du bien. Donc, c'est ça. J'ai-tu assez résumé? Oui. Mais tu sais, je peux pas... Les gens vont comprendre. Tu sais, tu dis, je suis un gars transparent, on va dire une chose. Quand tu as ce genre d'entente-là, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Ah non, mais tu as signé. Non, mais c'est juste dans le sens J'ai signé une entente, puis il y a des contextes, puis il y a des clauses dont je peux pas parler, mais vous comprendrez que je suis CPA, puis que je vais pas aller dans une émission de télévision, faire mon point, puis descendre quelqu'un ou un groupe... c'est pas le but, mais ça... Pour refuser un chèque à un moment donné, tu sais. Mais c'est juste intéressant de t'entendre dire qu'à 45 ans, j'ai pu accepter ça, puis dire avec une grande maturité aussi. Ben, tu sais, avec des... C'est sûr que les premières semaines, des fois, tu te dis, voyons, ça n'a aucun sens, tout ça. T'sais. Mais en même temps, tu te dis, ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui se fait laisser. Ah, tu peux crier et détruire la réputation de l'autre personne, tu peux détruire l'autre personne dans tout le réseau professionnel, personnel, tout ça. Mais c'est ça qui va arriver quand même. Fait que de deux choix, tu brailles sur ton sort jusqu'à la fin de tes jours puis tu restes tout seul. Ou tu te dis, ben, je regarde en avant. Puis, tu sais, il y a tellement de mouvances, peu importe le milieu, il y a tellement de mouvances que des fois, c'est des individus qui sont là à ce moment-là, qui seront plus là, puis ça va être, tu sais, Oui, c'est ça qu'on dit tout le temps. T'es à 2 bosses de revoir ta job. Mais c'est vrai que tu peux retravailler avec quelqu'un. Tu sais, c'est quand même, des fois, il faut être diplomate, il faut accepter les choses, puis ça veut pas dire qu'on n'est pas en maudit. Ben, un bon exemple, tu sais, on a vu à l'époque les francs-tireurs, Benoît Dutrisac puis Richard Martineau. Ils ont arrêté de travailler ensemble, puis ils ont recommencé plus tard. Des fois, les as se déplacent puis ils se replacent. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'humains là. C'est ça l'affaire. Puis je te dirais qu'il y a des gens aussi qui pourraient, des fois, prendre un pas de recul, puis c'est pas parce qu'il y a des gestionnaires qui devraient se dire, hey là, je travaille pour qui? Je travaille-tu pour mon poste? Je travaille-tu pour le bien de la station ou de l'entreprise? Je travaille-tu pour le bien d'un individu ou peut-être d'un autre? Mais dans tout ça, là, s'il y a une situation, puis à la fin, tout le monde a perdu, c'est pas une bonne situation. Non, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Je vais te poser la question, quelle importance accordes-tu au regard des autres? Ça, c'est hypocrite de dire que ça te fait rien. Parce qu'on est d'accord, on est tous humains. On veut tous être aimés. Le problème, c'est que j'ai compris très jeune que tu peux pas être aimé de tout le monde. Donc, ça. Qu'est-ce qui te fait comprendre ça? Bien, de toute façon, au secondaire, c'est drôle, hein? La vie est faite bizarre. Si tu as beaucoup d'argent quand tu es jeune, tu as le réflexe, des fois, de travailler moins fort pour survivre. Fait que si tu n'as pas le regard des autres jeunes, tu n'y es pas habitué. Et donc, moi, c'est comme un CPA qui est dans son cubicule ou son bureau au centre-ville, dans une tour, qui fait de la TV, c'est aux antipodes. Et le fait d'avoir travaillé longtemps sans reconnaissance, c'est-à-dire, tu n'as pas de reconnaissance du public quand tu rentres, tu fais un état financier. Tu sais, moi, j'ai travaillé de nuit jusqu'à 4 heures du matin. Je m'en ai avec mon ami Paul-Antoine, puis on a livré le rapport annuel d'une banque canadienne
en se couchant, puis en se relevant 1 heure plus tard. Puis on faisait tout ça pour un rapport annuel réglementaire, puis pour les actionnaires de la compagnie, puis les sociétés cotées en bourse. Mais à la fin, tout ce qu'on avait, c'était merci. Puis c'est ça. T'sais. Donc, quand tu n'as pas la reconnaissance, parce que tu as une vraie job, quand tu arrives dans le milieu des médias, tu te dis, hey, il y a du monde ici qui n'ont jamais travaillé, puis c'est pas sans dire jamais travaillé, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu la réalité de ne pas être reconnu. Je veux dire, quand tu fais un travail dans le monde hors médias, ben tu fais ta job contre une paye, tu rentres chez vous, puis il n'y a personne qui t'écrit le soir pour te dire que tu as fait une bonne job, personne ne t'applaudit dans un gala. Et donc, c'est ça qui forge ce que je suis. C'est-à-dire, d'un côté, le regard des autres est important comme tout le monde. C'est-à-dire que des fois, j'ai de la peine parce que j'ai de la haine complètement gratuite pour aucune bonne raison. Je dis, vous ne me connaissez pas pour dire ça. Mais d'un autre côté, si tu penses juste au regard des autres, tu peux pas être transparent, tu peux pas être honnête, puis tu peux pas être intègre. Donc, si tu travailles juste pour le regard des autres, tu vas devenir une boule d'ego qui va juste être... qui va vouloir être aimé de tout le monde, puis tu diras jamais les vraies affaires. Alors que moi, j'ai un petit côté un petit peu plus trop radical au niveau de... Je vais te dire franchement ce que je pense. Mais tu sais, radical dans la mesure où. Pas radical, pas. Mais c'est ça, parce que c'est dans le sens où tu le penses. Je vais jamais féliciter quelqu'un pour un mauvais show. Tu sais, moi, un bon exemple, c'est un show de théâtre. Les gens ne savent pas, mais un show de théâtre ou un film, c'est comme la cour. Hein. Là, tu as les rois qui présentent leurs pièces de théâtre, et là, la cour, puis les courtisans viennent les voir pour les féliciter parce que ça fait partie. Puis là, ils sortent de la cour, puis là, c'est les vraies affaires qui se passent. T'sais. Ah, c'était vraiment bon, ils sortent de là. Ah, c'était plate. T'sais. Moi, je suis pas capable de faire ça. Si c'est bon, je vais te le dire. Si je te le dis pas, je vais te dire que c'est correct, là, ben, je vais pas aller dire à quelqu'un c'est extraordinaire ce que tu fais. Je sais pas si tu as remarqué dans le monde, les gens se parlent sur Internet et disent ah, t'es donc bien magnifique, t'es donc bien belle, t'es donc bien fin, t'es donc bien extraordinaire. Coudon, tout le monde est extraordinaire. Il y a 22 trophées, mais il y a 12 personnes. Calmez-vous, là. Il n'y a rien d'exceptionnel tous les jours. Donc, le regard des autres, c'est ça. C'est un peu ça. Là. Je vais loin un peu. Hein? Ça, c'est juste les verres. Attends, c'est juste les verres. Non, mais j'aime ça. Tu vois, j'apprends à te connaître. Mais chez toi, dans ta famille, là, est-ce que vous aviez des sous ou pas du tout? On était correct. On avait... Non, mais mes parents, c'était deux... Ma mère, c'était mon... Parce que tu as parlé de l'école, là, tu sais. Oui, mais c'est parce que mes parents étaient deux fonctionnaires. Là, mon père était au collégial, puis ma mère était elle était directrice d'école, mais avant ça, elle était prof, mais ça allait bien. Mais c'est juste que, disons que le timing où moi, je suis arrivé à l'université, il fallait que je sois autonome. Je comprends. Des fois, il y a des situations de vie mais qui font en sorte ça a été comme ça dans ma famille. Tu sais, on a eu des belles années, on a eu un bord de l'eau, mais il est arrivé à un moment donné où est-ce que le contexte économique, mon père avait un peu des meubles, puis là, c'était rendu serré, puis là, dans le fond, il est arrivé des affaires, puis là, on fait comme, bon, ben là, disons que à 10 ans, je me préoccupais pas de ça, mais à 18 ans, je m'en préoccupais beaucoup. Donc, c'est ça qui... Mais c'est pas... je n'ai manqué de rien. Tu as manqué de rien, mais ça a quand même forcé l'autonomie jeune. Bien, en fond, ce que je veux dire, c'est que dans le fond, la seule affaire que je peux te dire, c'est que j'avais pas de REE, puis j'avais pas... Mes parents, comme ils m'aidaient à l'université, puis ça, c'était vraiment apprécié. Mon père travaillait à l'extérieur, parce qu'il avait un job à l'extérieur. Des fois, il passait par Montréal, puis là, il m'apportait des petits plats pour manger. Puis, des fois, moi, j'avais un lavoir pas loin, je fais souvent mon lavage là, mais des fois, mon père, il passait, puis le vendredi, puis il ramassait mon linge. J'imagine mon père, là, il partait de l'Assomption. Puis là, il passait à Montréal, puis là, il faisait le tournée de ses enfants qui étaient à peu près tous dans le même secteur pour ramasser des affaires, puis de revenir apporter. Fait que mon père, puis ma mère nous aidaient d'une façon différente, tu sais. J'avais une amie, puis j'en Mais c'est plein d'amour, ce que tu racontes. Là. Mon père, il s'en peut-être pas compte, mais je réalisais que lui, il se tapait le trafic pour venir porter des affaires, puis... Mais j'avais une fille qui était dans ma classe, son père, puis il faut revenir en dollars de l'époque, là. Son père, il donnait 350$ par mois. Moi, 350$ par mois, ça payait mon appartement, ma passe de métro, mon Internet, mon téléphone, une partie de ma bouffe, là. Puis moi, ben c'était pas ça que j'avais. J'avais de la bouffe un peu, j'avais de lavage. Tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, puis je veux pas... Parce que j'haïs ça, aller là, parce que mes parents m'ont fait manquer d'absolument rien. Tu comprends-tu? Puis je n'ai pas été dans la pauvreté, j'ai jamais manqué de rien. Mais moi, ce que tu racontes, j'ai eu de l'autonomie jeune. C'est tout. C'est ça, mais moi, ce que tu racontes, je trouve que c'est la vraie vie. Mais c'est tout le monde qui vit ça, en fait. Tellement. Moi, c'est pour ça que j'insiste sur le REE. Mais ouais, moi, c'est pour ça que j'en parle pour vos parents. Oui, je sais. Moi non plus, il n'y avait pas de REE. Puis, tu sais, dans le fond, quand j'ai eu des enfants, moi, c'est là que c'est devenu important de mettre des sous de côté. Mon gars, il y a 10 ans, il a 45 000 $. Des fois, je le regarde et je dis, mon petit tabarouette. Dans son REE. Ben oui, parce que je mets juste le maximum annuel.
Mais maximum, plus 30 plus le rendement, je réalise qu'à 10 ans, il y a 45 000 $. C'est pas parce que j'ai fait un rendement exceptionnel. Là. Tout Québécois qui met 208 et 33 pour un enfant par mois va avoir ça. Mais 208 net, là, c'est de l'argent. Là. Donc, je me sacrifie pas tant que ça, mais je me dis, hey, ça, là, je vais être fier. Il va arriver à l'université puis il va avoir un cash down de maison. C'est ça que c'est. Là. Oui, c'est vraiment de l'économie. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup de sous par mois. Oui, c'est 208 net. Mais c'est le rendement qui rapporte le plus dans tout ce qu'on peut. Je te dirais que c'est l'équivalent d'une petite épicerie chaque mois, dans le fond, que je mets pour lui quand j'y pense. Ouais. Puis on fait la même chose pour son frère. Fait que là, mais c'est un effort de moins de 15 ans. C'est 14 ans et quelques semaines. Oui, mais sauf que quand il va aller à l'université, il va avoir ce qu'il a de besoin. Ouais, un DEP aussi, c'est ce qui est drôle. Hein? Les gens me disent, mais si ton gars étudie pas. Ah oui, t'as raison, DEP. S'il fait un DEP, dès qu'il fait des études postsecondaires, en dedans d'un an, on peut retirer les montants, puis le capital m'appartient. Et moi, j'ai l'intention de donner, mais si je donne pas, ça va être une question de choix entre lui et moi, ou mes besoins, ou peu importe. Mais c'est fou, le capital. Moi, je l'ai oublié, ce 200$-là. Il n'est plus à moi. Là. Dans ma tête, il est à mon gars, mais il est à moi, le capital, légalement. Lui, il n'a droit qu'à l'usufruit la subvention. Qu'on tombe dans le jaune. Hein? Niveau jaune. Tu brasses et tu m'en donnes 4. 4? Ouais. Tu vas en choisir une, mais en fait, tu vas en choisir une. Regarde, je vais mélanger comme les enfants, parce que c'est des grosses cartes. Oui, c'est des grosses cartes. Est-ce que tu as déjà essayé de manipuler pour. Tu es comme une magicienne, puis tu te dis, OK, je vais m'arranger pour qu'il pogne cette carte-là? Non. 4? Regarde, on fait ça de même. 2. Comme au 500, je mélange tout. Il va t'en 4. manquer une, c'est ça. Ouais. OK, on y va. À quel moment as-tu dû te tenir debout? Quel trait de caractère as-tu hérité de ta mère? À quel moment de ta vie aurais-tu souhaité que le temps s'arrête? Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Hey, je vais répondre à tout ça si tu veux. Et vas-y. À quel moment. As-tu dû te tenir debout? Depuis un an, chez mon employeur, depuis un an. J'ai dû me tenir debout selon certains principes. Puis comme dirait mon ami M.C. Gilles, c'est drôle, hein? On a vécu des affaires différentes, mais il y a des choses qui sont... C'est quand il y a des choses qui choquent tes valeurs, il faut que tu tiennes debout puis que tu dises, bon, mais cette situation-là ne me convient pas, ça ne respecte pas mon intégrité, donc je me tiens debout. Et ça a un prix. Mais je pensais pas, quand je t'ai reçu à mon podcast, il y a peut-être quoi, là, ça fait quelques semaines, mois. Ouais, ça fait pas si longtemps. Écoute, je reçois, moi, le podcast va super bien, tout va bien. Je m'attendais vraiment pas à ce que, tu sais, des fois, te tenir debout à un prix. Oui, moi, Puis ça, je suis content parce que faut que tu sois prête à l'assumer, puis je l'assume très bien. Quel trait de caractère as-tu hérité de ta mère? L'anxiété. Ah oui, t'es anxieux, toi? Ben, moi, je savais pas que c'était ça. Tu sais, moi, des fois, je travaille beaucoup, j'ai plusieurs employeurs, je fais plusieurs affaires, je me mets sous tension. Alors, il y a des choses que j'appelais du stress, qui étaient de l'anxiété. Puis il y a des choses que écoute, j'étais allé chez le psy pour ça, moi, là, dans le fond, parce que demander que tu parles, puis tu sais, là, quand tu surrestes, tu sais, il se passe de quoi, là, puis cette affaire-là prend trop de place dans ta tête. Comme un petit hamster qui tourne. Mm-hmm. Mais ça, c'est de l'anxiété. Mais moi, j'avais jamais mis le mot là-dessus parce que quand je voyais du monde dire « Ah, j'étais anxieux », tu sais, les gens, ils ont l'air dans un spleen d'anxiété, ils sont tout le temps comme l'angoisse, puis c'est caricatural dans ma tête. Mais quand je te parle d'anxiété, c'est de t'en faire avec quelque chose, puis ça te trotte. Donc, moi et ma mère, on se ressemble, je trouve, là-dessus un peu. Je n'ai pas dit que ma mère elle fait de l'anxiété, mais je te dirais que, tu sais, s'inquiéter pour s'inquiéter des fois sur des affaires. Quand tu as eu des enfants, est-ce que ça l'a augmenté? Pas tant à ce moment-là. Je te dirais que je pense qu'on fait de la projection. Alors, moi, l'adolescence, ça n'a pas été une période facile de confiance, tu sais, la situation économique, la situation personnelle, la situation... Tout était pas super dans ma tête d'ado. Donc, je fais de l'anxiété pour mes... Je veux leur éviter toute cette période-là où tu sous-estimes ce que tu es. C'est-à-dire que tu as 5 années où, si tu n'es pas le capitaine de l'équipe de football, t'es pas... tu sais, il y a une question de croissance aussi là-dedans. Donc, je voudrais comme protéger mes enfants de la haine humaine, mais tu peux pas faire ça. Ça, j'espère qu'ils vont vivre une bonne vie. Tu sais que l'anxiété aussi, c'est que ça parce que dans le Marie Club, la plateforme numérique, on parle beaucoup d'anxiété, entre autres avec Serge Marquis qui écrit « Pensouillard le hamster ». Ah oui, moi, je travaille chez chez Saint-Jean Éditeur. Puis Pensouillard le hamster, je pense que c'est transcontinental, mais le gars qui a géré ça à l'époque, c'est lui qui avait publié Pensouillard le hamster. Pensouillard le hamster, c'est génial parce que c'est justement cette espèce de... Oui. C'est une métaphore. Ben, oui, absolument. Puis tu sais, lui, là, c'est un médecin spécialisé en médecine communautaire. Il est arrivé dans le milieu de travail, puis il a découvert l'anxiété de performance, l'ego démesuré de plusieurs employés qui leur faisaient faire des burn-out. Ouais. Et c'est comme ça qu'il s'est intéressé à l'anxiété. Puis tu sais,
Mais c'est des mécanismes. Hein. Tu finis par découvrir c'est quoi l'anxiété, puis tu te fais des mécanismes. Puis tu vis pas ton moment présent quand tu es anxieux parce que t'es dans tes scénarios catastrophes. Pourquoi tu penses que j'ai autant une obsession sur optimiser mes affaires? C'est que je veux prévenir tous les coups. Et donc, ça, je te dirais que c'est ce qui fait en sorte que je pense, par exemple, à mes enfants avec l'intelligence artificielle puis la mondialisation, quelles sont leurs chances de vivre la même vie que j'ai vécue. Donc, j'ai appris à mettre ça comme, OK, là, je suis en train de surpondérer quelque chose. Donc, je me fais une petite liste de choses à faire. Faut que tu te ramènes. Je te donne un exemple. Là, cette année, j'ai donné ma piscine. C'est quand même fou. Là. On se baignait passé, puis on avait une autre activité l'été, puis j'ai dit, ma piscine, il faut que je change la toile. Elle me génère de l'anxiété, il faut que je la gère à tous les jours, puis il n'y a personne qui se baigne dedans. On est ailleurs l'été. Je vais la donner. Donc, j'ai mis sur Internet dans un groupe, je donne ma piscine, mon chauffe-eau, mon nouveau système au sel, tout ça, il faut juste la déménager, puis payer une nouvelle toile. Les gens ne comprenaient pas. Ils donnent, sa piscine est encore bonne. Moi, là, ça m'a fait du bien. Donc, je me suis payé le luxe de jeter une piscine dans la cour de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que quand tu as décidé de consulter, c'est parce que c'était plus difficile? Ah non, mais c'est parce que quand, à un moment donné, moi, je veux pas... Le fardeau de comment tu te sens, c'est pas... Tu sais, à un moment donné, tu deviens lourd sur des affaires, tu sais. Fait que j'ai pas décidé de consulter pour ça. C'est qu'à force de parler avec une psy, puis tu sais, moi, quand j'étais petit, je vais te mettre ça à la base, là, l'aide psychologique, c'est que quand tu as des problèmes. Alors que moi, je vois ça comme un check-up. J'investis dans ma santé mentale. Mm-hmm. Donc, j'ai le luxe de pouvoir me payer un psy, puis parce qu'on s'entend, psy au privé, c'est cher, là. Puis mon syndicat de l'UDA me donne pas beaucoup de redevances, de remboursement d'assurance. Donc, ça me coûte cher d'aller voir le psy, mais je vois ça comme de l'hygiène mentale. Comme des gens vont voir le médecin une fois par année pour se rassurer, comme des gens vont faire entretenir leur mécanique. Moi, d'ailleurs, je pense que dans le système public, on devrait vraiment avoir plus de psychologues. Mais ça coûte une fortune parce que moi, c'est un luxe. Parce que des fois, la psy, elle dit, tu fais quoi ici? Qu'est-ce que tu cherches à régler? Puis je suis même pas encore capable de lui dire tout. Tu sais, imagine, c'est une personne qui est payée pour être confidentielle. T'es pas capable encore de lui dire tout parce que c'est trop ancré en toi? Mais il y a des affaires, une chose à la fois qu'il faut régler dans la vie. OK. C'est la première qui m'a dit, t'as peut-être un trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. T'as-tu déjà pensé à ça? Je dis, pourquoi tu dis ça? J'étais un premier de classe, j'ai jamais eu de problème au travail, j'étais un créatif, je suis performant. Elle dit, c'est ça l'erreur. Elle dit, toi, t'as vu l'hyperactivité de ta génération, c'est-à-dire les enfants qui montaient ces murs et qui étaient pas capables de se contrôler. Toi, c'est pas ça, c'est dans ta tête, l'hyperactivité. Elle n'est pas physique. Tu sais, il y a des enfants hyperactifs qui sont incapables. Oui, c'est ton cerveau qui a la bougeotte. C'est son physique. Moi, c'est le cerveau. Pendant que je te parle, j'ai une deuxième conversation avec la prochaine question. Oui, parce que là, tu les as vus, hein? Non, mais c'est-à-dire comment... Puis oui. Puis je m'en rends compte professionnellement parce que quand les gens me parlent, ça va jamais assez vite. Je suis toujours en train de couper parce que ça va pas assez vite. Parce que tu es déjà rendu ailleurs. Parce que achève. Comment tu fais pour arrêter ça? Bien, là, c'est justement quand tu es conscient pas un problème, puis ça me fait vraiment de la peine parce que je vois ça comme un défaut de fabrication. Mais en même temps, je suis capable de produire parce que j'ai cette créativité-là qui est liée à la capacité d'aller vraiment vite. Tu sais, mon ami, il dit, t'écris pas un livre, toi, tu le chies. Non, mais dans le sens que, il dit, les idées se créent tellement vite, les liens se font tellement vite dans ta tête. Il dit, moi, je suis pas capable de faire ça, mais quand je te revise, par exemple, tu vas partout. Fait que c'est ça. J'en suis As-tu pensé à la médication? J'y pense de plus en plus, mais c'est comme un aveu. Tu sais, quand tu parles de psy, là, ce serait comme un aveu d'avoir un défaut de fabrication. Je sais que c'est une mauvaise vision de la chose. Je sais. C'est parce qu'aujourd'hui, ça me fatigue qu'on voit que tout le monde a des défauts de fabrication puis on veut mettre un diagnostic. Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup de diagnostics, effectivement. Tu sais, dans le fond, c'est en voyant mon fils, peut-être, je me dis peut-être que mon plus jeune, il est peut-être un peu comme moi. Tu sais, je vois mes deux gars puis ils ont mes défauts. Je sais pas si tu connais Annick Vincent. Non. Annick Vincent, c'est... j'espère que je dis le bon nom, là, mais Annick, on l'a reçue d'ailleurs dans le Marie Club. On a fait des ateliers sur le TDA et TDAH. Elle a écrit 2 livres, entre autres. Mon cerveau a besoin de lunettes. Je l'ai lu. Et mon cerveau a encore besoin de lunettes. J'ai lu ça. Alors, c'est la plus grande spécialiste. Puis, tu sais, elle dit toujours, c'est comme la bougeotte des idées, c'est que ça l'arrête jamais. Et jamais à off. C'est ça, exactement. Ça fait que c'est pas que je suis en train de prôner la médication, mais quand il y a une souffrance reliée à ça, quand il y a un état qui est relié à ça, il y a quand même ce qu'elle appelle les lunettes. Là. C'est justement cette médication-là. Puis il y a beaucoup de types. Il y a des forces aussi, tu sais. Parce que moi, tu sais, j'ai eu des gens dans ma famille qui ont pris de la médication forte dans mes tantes, mettons, pour d'autres troubles. Puis
pour moi, ça a heurté ma perception de la médication. C'est ça, c'est un dosage. Il y a un travail à faire. C'est d'autres affaires. C'est des affaires beaucoup plus hard, mais ça a joué sur leur santé parce que ça a détruit leur système. Parce qu'à l'époque, ils leur donnaient. Oui. Fait que j'ai un préjugé à cause de ça, mais ma psy, elle me dit. Puis là, j'ai dit tout ça, mes préjugés, parce que je dis, dans le fond, je suis premier de classe. J'ai pas. J'ai de l'anxiété de performance? Puis maintenant. Mais quand j'étais à l'université, je voulais performer. Je sais pas pourquoi je surpondérais l'importance des notes. Exemple, à un moment donné, il y avait un prof de finance. J'avais une obsession d'avoir 100% à l'université dans un cours de finance, mathématiques, finance. C'était juste un objectif que je m'étais donné. Okay? Un petit objectif. Le prof, c'était un cours d'un crédit. Il y avait 400 exercices à faire, je les ai tous faits. Le prof, il fait un examen. Puis j'arrive à l'examen, puis la solution, elle ne se peut pas. C'est-à-dire, si la personne met tant de côté, puis a tel rendement, puis elle veut retirer tant à partir de tel âge, à quel âge elle n'aura plus d'argent? C'est parce que la réponse, elle ne fonctionnait pas. Il n'avait à l'infini. Il avait fait une erreur dans son énoncé, puis il s'était trompé. Les formules mathématiques ne fonctionnaient pas. Donc, j'ai pas eu mon 100% parce que j'ai dit, il ne se résout pas ce problème-là. Il va jamais manquer d'argent, tu sais. Mais fait qu'il y avait une erreur. Oui, ça m'avait fâché. Tu vois, c'est une niaiserie, là. J'ai obsédé sur quelque chose. Et tu t'en souviens aujourd'hui, tu me le racontes. Ça, c'est l'affaire que tu sais pas sur moi, mais j'ai une mémoire qui fait peur. Je me souviens de détails complètement inutiles de la vie. Ça me fâche parce que j'oublie des affaires importantes. Comme là, pour venir ici, je me suis mis 2 rappels. Parce que c'est ça qui me fait réaliser. J'ai toujours mis le fait que j'oubliais certaines affaires parce que j'avais trop d'affaires. Mais si quelqu'un m'avait appelé pour aller au restaurant juste avant de venir ici, là, j'aurais fait comme rentre en plan. Ah oui, on va aller au restaurant. J'aurais oublié le rendez-vous. C'est là les J'oublie ma psy, imagine. Ma psy, elle dit t'es TDA. Je dis pas tant, puis je l'oublie. C'est drôle quand même. Puis sais-tu qu'est-ce qui m'a un peu... Stacy, elle m'a regardé, elle dit moi, je prends de la médication. Hey, là, ça a changé ma perception. Tu as une femme intelligente, première de classe, doctorante, psychologue, qui te dit, je te regarde, là, je veux pas faire de diagnostic médical, mais, tu sais, là, je peux y poser des questions en toute confidence. Qu'est-ce que ça fait quand tu en prends? Qu'est-ce que ça fait si tu le fais pas? T'sais, et ça, je trouve ça. Fait que pour moi, c'est niaiseux, hein? C'est un échec d'accepter ça. C'est comme si. Puis je suis pas encore rendu là. Je me suis pas fait diagnostiquer. J'ai pas encore. J'ai rien fait de ça, là. Mais t'en parles quand même aujourd'hui, là. Mais j'en parle parce que quand tu vieillis, on dirait que les symptômes sont pires. Mais je veux dire, t'as quand même une phase d'acceptation. Oui, parce que c'est pas la lèpre, là, tu sais, au ben, non, mais il y en a tellement. Moi, j'ai une fille qui a un TDAH, puis. Je vais te dire, elle, dans son cas, puis tu sais, je fais attention parce que je sais que la médication, c'est pas tout le monde, mais dans son cas, ça a changé sa vie. Puis elle-même, elle le dit, c'est pour ça que je me permets de le dire. Elle s'est dit, je suis intelligente. Ben oui, parce qu'elle doutait de son intelligence. Quand même, ça va loin. C'est pour ça que je me dis, quand il y a de la souffrance, quand il y a un manque d'estime, il faut quand même investiguer davantage. La psy m'a dit, dans le fond, elle dit, t'es premier de classe, tu t'en rends pas compte. Tu as toujours eu des bonnes notes, tout ça. Donc, tu as réussi à canaliser ton énergie dans l'étude, dans tout ça. Mais elle dit probablement que ça t'a pris plus d'efforts que si tu avais été sa médicamentation, c'est ça? Médication, mon Dieu, tu vois. Oups là. Fait qu'elle dit... T'es-tu tanné, là? Je capte assez ton attention. Non, mais tu sais, parce que... Oui, je comprends. La médication, ben oui, elle dit t'aurais été comme une machine. Mais j'ai peur de perdre mes sparkles. J'ai peur de perdre la créativité, parce que si je deviens hyper focus, je vais perdre ça. Je te dis, je vais t'envoyer les liens des ateliers qu'on a fait avec Annick Vincent parce qu'elle parle précisément de cette crainte-là des créatifs. Mais tu peux arrêter ta médication, ça l'affaire, c'est que tu peux décider de le prendre pour ton travail de tous les jours. Non, mais elle, ce qu'elle dit, c'est tu perds pas tes sparkles. C'est qu'ils arrivent au bon moment. T'sais, mais tu les perds pas. C'est que tu les focuses, tu les concentres. Je t'enverrai ça parce que c'est... Ben, les gens qui nous écoutent, là, pour vrai, là, si vous avez des préjugés, puis jeunes, parce que moi, j'ai pas eu de problème à l'école, mais il y en a qui ont des problèmes à l'école. Moi, j'ai pas eu ça. Donc, j'ai parce pas que toi, t'as pas le côté lunatique. Ben, j'ai aucunement le côté... Non, puis le problème, c'est que ça m'a empêché de voir ça. Mais je voyais bien que j'étais comme différent du reste du monde. C'est quand tu te sentais différent? Je me sens gossant des fois. Mettons, je suis dans un groupe. Je suis chez nous, là. Je vais être tranquille, je vais en être plate, là. Je vais être dans ma tête. Fait que, tu sais, des fois, ma blonde, elle me regarde, elle dit « Ça va-tu? » Oui, parce que je pense... Tu sais, dans le fond, je suis préoccupé. Parce que je suis toujours préoccupé par plein d'affaires. Mettons, je me lève le matin, je pense à l'hypothèque. Là. Je pense à... faut que je répare telle affaire. Moi, il n'y a rien de pire que mon duplex chez nous. Là. Tout le temps en train de voir ce qu'il faut que je fasse.
Ah, ça, c'est pas fait. Faut que je change le lavabo. Faut que je fasse ça. Ça n'arrête jamais. Imagine-toi, tu vas à la salle de bain, puis tout ce que tu focuses, là, tu focuses sur le miroir, il faut que tu remplaces parce qu'il est cassé. Il faut que tu fais que ça toute ta journée. Tu as des to-do list infinis. Moi, j'ai un tableau blanc dans ma chambre à coucher. Puis je marque des affaires à faire. Dans ta chambre à coucher. Pour pas les oublier. Mais c'est parce que ma chambre à coucher est. C'est zen dans ta chambre à coucher. Une confidence. Regarde, mettons, ma chambre à coucher, mettons que c'est les dimensions de ta table. Ouais. Ici, j'ai un meuble avec mes vêtements. J'ai un lit double là. Ici, sur le mur, j'ai un tableau blanc avec ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire. Ici, j'ai un meuble blanc avec toute ma technologie, là, des micros, des consoles de son, des affaires de guitare, tout ça. J'ai mes 3 guitares sur le mur, j'ai la console de radio dans le coin, j'ai une fenêtre puis j'ai un ampli. Là. Ça, c'est ma chambre à coucher. Là. Ça n'a rien à voir avec Marie-Lou, là, 3 fois par jour, ma chambre à coucher. Là. C'est l'inverse. C'est une chambre à coucher fonctionnelle. Moi puis Louis T, là, on est à la même place dans la vie. J'ai un petit côté, là, tu sais, c'est ma chambre de fantasme à moi, c'est-à-dire tous les coins sont optimisés, ils servent tout à quelque chose. C'est sûr que Pierre Maillé, le spécialiste du sommeil, dirait est-ce que tu dors bien dans cette chambre-là? Pire que ça, j'ai ajouté quelque chose dans les dernières années. J'ai ajouté ce que j'avais jamais fait dans ma chambre à coucher parce que je veux rien savoir de ça. J'ai ajouté une télé. Pas parce que je vais avoir une télé dans ma chambre, parce que je dis qu'il faut séparer les choses, puis je trouve ça dessus plein d'affaires, mais je voulais que quand mes enfants étaient couchés, ma chambre à coucher puisse travailler. Je te donnais une idée. J'ai isolé ma chambre à coucher avec de la laine anti-son pour que quand je fais de la radio ou quand je dors, mes enfants qui seront à dos un jour pourront faire le party en haut puis je pourrai dormir. J'avais tout planifié, ça. C'est ça. Je fous de même. Tu te fris-tu un peu? J'aimerais ça voir des images. Ben écoute, je peux te la montrer, c'est vraiment... Écoute, il n'y a rien. T'es pas comme Marie-Lou. Mais dans le fond, toi, est-ce que tu partages ta chambre avec ta blonde? Ben c'est parce qu'elle a sa maison, elle, j'ai ma maison. Vous avez chacun vos maisons. Oui, mais j'ai vu François Lambert récemment dire ça sur Internet. C'est-à-dire, tu sais, on est un couple, mais on ne vit pas ensemble. Puis moi, avec des enfants, c'est 2 affaires que c'est vraiment... Il y a plusieurs raisons. Un, à Montréal, quand tu fais le choix de vivre à Montréal, si ta blonde de 3 enfants, t'en as 2, là, puis à temps partiel des 2 bords, tu vas pas t'acheter une maison avec 6 chambres, ça va te coûter 8 millions de dollars, j'exagère. Non, mais t'as raison, c'est sûr, c'est beaucoup de sous. L'autre affaire, c'est que mettre des familles ensemble, c'est forcer des gens à vivre des confrontations de culture, de façon de faire, on n'en a pas de chicane sur le ménage, on n'en a pas de chicane sur l'organisation de la vie, on n'en a pas de chicane sur le lave-vaisselle, on se voit quand on veut se voir, puis on a ce cocon familial chacun là qui respecte ce qu'on est. Fait que t'as pas de frustration de ça. Mais c'est un luxe financier. Pas tout le monde qui peut se permettre ça, mais à Montréal, c'est quasiment plus un luxe d'avoir une maison tout le monde regroupé que non. Mais en même temps, ça protège ton couple peut-être aussi. Mais ça protège aussi ma vie de famille. C'est ça, ta vie de famille, ton couple. Fait qu'il y a une valeur à cette protection-là. Il y a une grande valeur. Puis surtout que peu importe ce qui arrive dans ta vie personnelle ou peu importe ce qui arrive dans ta vie de famille, ça, c'est mon cocon à moi. C'est à moi, là. C'est chez nous, là. Puis, c'est ma chambre à moi. Ta chambre, elle serait pas comme ça, d'après moi, en couple. Ça dépend de qui tu es. Mais tu as raison. Mais là, elle est optimisée. C'est sûr que la décoration de ma blonde dans sa chambre et moi, c'est 2 enfants. Mais tu dors bien dans ta chambre. Ah oui. Ben, c'est ça qui est important. J'ai aucune difficulté à dormir. Mais une to-do list dans une chambre, pour moi, c'est une première. Mais en fait, j'en ai 2. Parce que celle sur le tableau, tu sais, exemple, là, présentement, il y a faire des acomptes provisionnels. Il est marqué ça sur le tableau, OK? Puis il était marqué aussi régler le contrat, régler les... j'ai marqué faire les procès-verbaux de ma compagnie. Il est marqué... j'ai payé, un moment donné, pour avoir un casque de vélo qui se plie dans un Kickstarter il y a 3 ans. Jamais une nouvelle. C'était écrit sur le tableau. Faire le suivi avec le Kickstarter. Mais est-ce que tu as un bureau dans ta maison? Oui, mais ça, dans le fond, le premier étage, qui est l'étage du bas de duplex, c'est comme cuisine, salon, salle à manger. Les 2 chambres de mes enfants, c'est 2 chambres des maîtres. Et tu descends dans le sous-sol, tu arrives devant mon bureau, table de ping-pong, salle de bain, salle mécanique, puis ma chambre qui est dans le fond du garage. Dans le fond, moi, j'avais un garage qui était 11 pieds par 36 pieds. C'était bizarre comme garage, c'est des années 40, là. Donc, moi, j'ai coupé le garage en 2. Je ne mettrai jamais mon auto dans le garage. Puis j'ai fait ma chambre dans le fond. Moi, je savais pas grand-chose de toi. Là, j'en apprends en tabarouette. Je vis dans un... Tu sais, je suis pas pauvre, mais je vis dans un derrière de garage. C'est ça, ma chambre. Puis sais-tu quoi? Je suis vraiment bien. Bon, je respire peut-être un peu de radon, mais c'est une autre affaire. Oui, mais l'important, c'est ça. C'est que t'es bien, puis t'es bien. Puis toi, t'as 2 garçons. Oui. Puis t'es bien avec tes fils. Ah oui. Tu sais, plus ils vieillissent, en fait, c'est comment dire, c'est niaiseux, mais tu sais... Ils ont quel âge? Ils ont 10 puis 13. Quand tes enfants en naissent, ben c'est des tubes digestifs.
Et plus ils vieillissent, plus c'est des êtres humains. C'est bizarre à dire, mais là, puis mon chum de gars, qui est mon fils de 13 ans, quasiment, je dis ça en joke, mais mes enfants, maintenant, je redécouvre l'enfance. C'est-à-dire que là, je vais dire quelque chose d'un peu quétaine, mais moi, je m'ennuie de l'époque que mon ami Mathieu Monette, on allait au parc se lancer à la balle. Tu sais, c'est le moment de ma vie qui est... C'est de la nostalgie, ça. Tu viens émotif en pensant à ça. C'est fou, Red. Ah oui. Qu'est-ce qui te manque de ça? C'est la liberté, la légèreté? MC, il dit, je te mets au défi de pas brailler. Bon. Il t'a mis au défi de pas brailler. Il dit, tu vas brailler. Je dis, si tu vas me parler de mes enfants, je vais brailler. Ben là, non, mais. Tu t'attendais pas à ça. Hein? Mais ben non, mais ça va. Non, là, mais c'est que mes enfants, c'est ça. Les enfants. Je vais prendre une pause, je vais juste m'essuyer. C'est que mes enfants, c'est ça. Voyons. Quand tu dis c'est ça, on dirait qu'il manque de mots, là. Une minute. Je vais te laisser revenir. J'ai pleuré pour mes enfants. C'est que je pense qu'on s'identifie. Je vois dans mes enfants ce que je suis. Fait que dans le fond, je me revois à cet âge-là, puis j'ai le goût de rejouer au baseball. Puis de me foutre de tout le reste. Est-ce que tu le fais? Oui, mais pas assez souvent. Mais je veux dire, mon gars, c'est niaiseux à dire, je sais pas si vous autres êtes de même, mais quand je vais me lancer à la balle avec mon gars au parc, j'ai 13 ans. Puis je me sens avec quelqu'un de mon âge. Puis c'est ça qui est drôle avec mon gars, c'est que j'ai 45 ans, je suis un adulte, là, je suis responsable. T'sais. Puis quand je joue au ping-pong avec mon gars, là, je veux le battre, là, puis j'ai 12 ans. Là, puis, ouais, puis fais-moi un... Puis là, il m'écoeure, puis je l'écoeure, puis... L'amitié, c'est une affaire d'envie, mais la relation parent-enfant, elle est immuable. Tu perdras jamais mais tu peux perdre des enfants, tu peux briser les ponts, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est... Mais même si tu brises les ponts, ça demeure, reste moi, là. leur père. C'est ça va toujours te rester à l'intérieur. T'as pas un échec de vie. Oui, c'est pas vrai, il y a plein de monde qui ont plein... Mais ce que je veux dire, c'est que c'est devenu sincèrement l'affaire la plus importante de ma vie. Mais tu sais, c'était cliché de dire ça. Tu dis, non, tu sais, eux autres, là, même si je suis pas parfait qu'eux autres, même si je suis impatient, même si des fois, je dis, regarde, comme tous les parents, t'es à bout, puis là, tu leur dis des affaires du genre, là, va dans ta chambre, je suis capable. Peu importe, tu sais, il en demeure pas moins que je veux, tu sais, il y a un drôle de sens à la vie, c'est d'avoir des enfants. Parce que tant qu'ils sont pas nés, si tu meurs, tout ce que tu as fait n'a pas de sens. Mais si tes enfants, ils sont au monde, puis ils sont là, si je meurs le matin, tout le monde me dit tout le temps, hey, si tu perds tout, là, ben, je pense aux kids. Ou l'inverse, si je meurs, puis j'ai pas profité de ma retraite, c'est pas grave, mes enfants sont millionnaires. Tu comprends-tu? Il y a un but, c'est de passer à l'époque au suivant. Fait que, mettons, je fais ça de même, là. Ça, c'est moi, ça, c'est mes enfants, puis ça, c'est leurs enfants. Fait que je leur donne une chance, puis là, on va donner une chance au prochain. Oups, je suis en train de jeter mon joker. Oui, fais attention. C'est ça. Fait que là, excuse-moi, je vais m'emboucher, mais c'est ça. Mais tes enfants, c'est correct. Quand tu dis à l'âge de 12-13 ans, là, oui. Quand tu me dis ça... Je t'enlèverais la chose, parce que tu veux faire du montage après, la boîte va être là. Ah, moi, je m'en fous. Il n'y a aucun montage ici. Okay. Ici, il n'y a pas de montage. Okay. Tout ce qui se passe, moi, j'aime la transparence, l'authenticité. Il n'y en a pas. Puis même quand je faisais de la télé, il n'y avait pas de montage. Ça, je vois le raccord déjà. La boîte de Kleenex, c'était pas là. Elle n'était pas là. Non, on n'est pas là-dedans. Mais dis-moi, c'est parce que j'ai aussi l'impression, oui, c'est le côté papa, mais aussi cette époque-là de ta vie, c'est cette sensation-là aussi qui te rend émotif de ce que tu as vécu à 12-13 ans. Avec ton ami Mathieu Monette. Oui, mais ça, c'est drôle parce que, tu sais... Mais on est libre à cet âge. On dirait qu'on c'était à l'époque, là, c'est drôle, je me souviens encore. Son père. Lui, quand tu parles de relations d'amis, lui, ses parents s'organisaient pour pas grand-chose. Quand tu me parles, est-ce que tu manquais de quoi? Pas pantoute, tu sais. Fait que là, j'arrivais chez eux, puis à un moment donné, je me souviens, on se rencontre dans la classe secondaire 1, puis je dis... Il y a un gars à côté de moi, tu sais, il est comme moi, là, il est moins grand que les autres parce qu'on n'a pas encore grandi, puis là... On se regarde, puis il dit, hey, je reste au, je pense que c'était 107 Ovid. La adresse a même changé depuis ce temps-là. Il dit, facile, ma maison est comme une boîte, il dit, c'est comme une cabane d'oiseaux. C'était comme une forme de cabane d'oiseaux. Je dis, OK. Fait que là, je pars en vélo, de moment donné, je passe devant chez eux, puis là, moi, dans la fenêtre, il me cogne, il dit, hey, bien, tu vois. On est devenus amis comme ça.
C'était ça. Tu sais, comme quand je vois les dramas de filles d'adolescentes, elle m'a parlé de tout ça, elle parle de moi dans mon dos, nanana. Le petit gars, c'était le show basket. Lui, il avait un panier de basket. Ça, c'était hot, là. On a joué au basket. Puis là, il me présente son père. Salut, il dit ça, c'est mon père, Gilles. Hey, là, c'était un clash, là. Lui, il appelait son père Gilles. Ah, il l'appelait pas papa. Puis, sais-tu quoi? Je me dis que mon père était un peu TDA, peut-être, dans le diagnostic, parce que toute ma vie, j'ai appelé mon père papa, papa, papa. Puis là, il est comme. Il est concentré sur autre chose. Puis quand j'ai rencontré Mathieu Monette, là, j'arrive chez nous, puis je disais Yves! Ah ben, Colin. Parce que j'avais compris que les gens qui captaient l'attention de mon père, c'était les gens qui l'appelaient par son prénom. Fait que dans le fond, mon père était peut-être un petit peu dans la lune ou un petit peu surconcentré sur quelque chose, puis quand Papa, ça passait tout droit. Ça passait tout droit, parce qu'il était habitué. Je disais Yves, toc! À partir de ce moment-là, je l'ai interpellé, l'appelé Yves, des fois. Puis est-ce que tu es le père que tu voulais être? Ben, non. Parce que je vois des fois des pères saltimbanques, tu sais, qui ont le... Des amuseurs. Non, mais écoute, j'arrive l'autre jour au café, il y a un père qui est avec son enfant, puis là, il lit une bande dessinée. Alors, à ce moment, Tristan arriva dans la pièce. Oh! Dit-il à son enfant. Qu'arrive? Lui, papa passe partout. Moi, je ne peux pas regarder ça. Mais, puis j'ai pas toujours la patience. Tu sais, j'opère, mais j'ai le défaut de mes qualités, c'est-à-dire que je voudrais, si j'avais 100% de liberté financière, là, je passerais beaucoup plus de temps qu'eux autres. Mais j'aime beaucoup l'idée d'être travailleur autonome, puis de pouvoir faire des choses que des parents moyens peuvent pas faire. Exemple, mon gars oublie ses souliers de course. Moi, j'aurais manqué mon cours d'éducation physique, puis j'aurais une retenue. Moi, mon gars, il m'appelle, puis je m'en vais chez nous, je prends les souliers, puis je vais lui porter à l'école, puis je suis fier de tout ça. Et quand il me dit, papa, je veux vraiment telle affaire, là, ou je veux vraiment vivre telle expérience, on va le faire. Hey, il voulait aller au Canadien. On est allé au Canadien, tu sais. Puis on est allé dans des bons billets à bord, ça, puis c'était le fun. Puis, tu sais, ça, j'étais content. De pouvoir y faire vivre, tu sais, ce qu'il veut, au moment qu'il veut. Mais je dirais que t'as papa qui fait plus de sport que ses fils, un peu plus. J'en fais pas assez. Et pourquoi tu n'en fais pas plus? Parce que je suis trop préoccupé par mon travail, je suis trop préoccupé par les obligations financières, je suis trop préoccupé par... Mais en même temps, va pas te psychanalyser, là, mais tu sais, tu veux leur laisser un héritage financier à tes Je veux leur laisser enfants. une tape dans le dos, mais je veux leur laisser des moments qui ne reviendront pas. C'est ça. Donc, des fois, moins d'héritage. Ben, c'est pour ça que j'ai un chalet. J'ai un chalet. Héritage émotionnel, Ben, un héritage nostalgique. Ben là, ils ont des souvenirs d'été au lac. T'sais, on a un chalet. Ça, c'est important. On a un ça. chalet avec un accès à un lac qui est comme une plage partageante des voisins. C'est un vieux droit qui date de 100 ans. Là, il reste 68 ans au bail de la plage. Quelque chose de genre. Et là, mes enfants, on part, puis on va à la plage. Puis là, je m'assois en dessous du parasol. Là. Puis mon gars, il dit viens-tu te baigner à la plateforme? Ben, je sais que pour moi, c'est important de jouer avec mes enfants. Fait que des fois, ça me tente pas d'aller me sacrer dans l'eau. Là. Tu comprends que des fois, là, j'étais avec mon petit vodka soda sur le bord de la plage. Là, puis je veux juste relaxer. Et là, je me lève, puis j'y vais. T'sais. Mais j'ai du fun. J'ai vraiment du fun. Tu retournes ton enfance, tu la retrouves. Oui, il faut se pousser dans le dos. Oui, mais c'est le fun. Tu regardes jamais dans Mais moi, ce que je trouve beau avec les enfants, c'est tous ces souvenirs-là qu'on crée. Puis c'est aussi la culture familiale que tu installes. Mais c'est surtout que ça reviendra pas. Non, ça reviendra pas. Tu peux pas racheter ça plus tard. Puis ça me fait capoter parce que là, mon gars a déjà 13 ans, mon autre 10. Hey, il a juste 5 ans, c'est un adulte. Là. Ouais. Moi, dans 5 ans, je partais de chez nous. Là. Ouais. Avec là, j'ai comme une urgence. Là, c'est ma nouvelle obsession sur mon panneau. Comme... Mais tu crées des rituels, tu sais, comme aller au chalet, la plage, aller au hockey. Tu sais, il y a quelque chose. Puis ça, des fois, c'est mon moment avec papa. Tu sais, ça... C'est énorme pour un enfant, le moment avec un de tes parents. On a créé, nous autres, une habitude, là, ma blonde, c'est que quand notre enfant rentre au secondaire, on l'amène dans un très bon restaurant, puis on lui fait vivre une expérience d'adulte de restaurant. L'affaire qui est drôle, c'est que là, mon gars, avec l'horaire, puis la garde partagée, tout ça, puis mon travail, tu sais, j'étais pas encore capable... J'avais pas encore pris le geste d'y aller. Puis là, il rentrait à l'école 2 jours plus tard, en secondaire 2. Mais moi, j'avais promis d'y aller en secondaire 1. Alors, par principe, j'ai réservé un mardi soir, puis j'ai dit, on s'en va à tel restaurant, comme promis, avant ton secondaire 2, parce que j'avais promis de le faire. Mais tu sais, c'est une niaiserie, j'aurais pu faire 1 semaine après ou 2 semaines avant. Mais là, c'est pas mon principe, mon intégrité est en train d'être remise en cause, là. Il était rendu en secondaire 2, puis j'étais pas allé encore. 2 jours avant qu'il commence l'école. Tu l'as fait. Je l'ai fait. C'est ça, mais les rituels de familial, là, puis il va se souvenir de ça.
Probablement. Mais sais-tu qu'est-ce qui est drôle? On est allé au restaurant, puis c'est une bonne table, puis c'est éclaté. Puis là, il arrive là, puis là, on regarde le menu, puis il y a des mots qu'il n'a jamais vu de sa vie dans un menu de restaurant. On n'est pas à Casa Grecque. Et là, il dit, ce qu'il a retenu de son... Puis, qu'est-ce que tu as retenu de ton expérience? Hey, c'est un restaurant où il nettoie les tables entre les services. Lui, c'est ça qu'il a retenu. Il a remarqué ça, lui. Il en revenait pas. Tu sais, si tu vois, Doug, il ne nettoie pas la table entre les services. Mais là, il fait hey, il nettoie les tables. Ça, il va s'en souvenir tout le temps. C'est drôle. Première fois que je t'avais... Tu passais au niveau rouge? Colin. Alors là, tu piges. Je vais mettre le... OK. Là, tu m'en donnes 3 et tu vas en choisir une. OK, j'ai choisi Tu réponds 3, là. à une seule question de ce niveau-là. Facile. Pas si pire, là. Ah, c'est facile, Il n'y a quand pas de même. joker, là. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Quel est le plus grand sacrifice que tu as eu à faire? À quel besoin profond répond Geneviève? Mais tabarnouche. Là, tu me demandes d'en choisir un que je réponds? Oui. Ben, lui est facile. Tu peux choisir plus difficile. Ouais, mais je choisis lui pour commencer parce que c'est vrai. Pour commencer, OK, tu veux répondre plus qu'à une Je me question? chicane. OK, parfait. As-tu négligé certains aspects de ta vie? Parce que ça répond à ça. Ah, OK, OK, parfait. parce que Donc, dans le fond, à c'est quel comme dans besoin répond Geneviève? À quel besoin profond plusieurs, répond on Geneviève? s'entend à une conjointe, Oui. ça répond à plein de besoins. Oui, mais un besoin profond, c'est... Un besoin de ça. OK, C'est que vas-y, je me t'écoute. suis... Par anxiété, je me suis probablement beaucoup négligé la santé, le droit de penser à moi, le droit de vivre de la reconnaissance, le droit de tout. Puis elle, ben, elle me fait faire. Exemple, négliger ma santé, c'est-à-dire ne pas assez dormir. Elle dit là, va te coucher. Ouais, tu sais, tu as le droit de te reposer. Tu n'es pas une machine. Tu as dit, si tu casses, tu n'es pas plus avancé. Là. Tu sais, si tu casses toute ta machine, ta tête, c'est ta valeur marchande. Si tu casses, c'est quoi tu vas faire? Donc, attends pas que ce soit ton corps qui te fasse flancher. Donc, exemple, quand tu fais de la radio à 4 heures du matin et puis tu te couches à minuit pour travailler tous les soirs, c'est pas une bonne idée. Donc, ça, c'est un exemple où me donner le droit de dire, d'accepter un compliment. C'est niaiseux. Hein? Moi, quand quelqu'un me fait un compliment, je m'en vais ailleurs. J'ai tout de suite, là, tu vas me faire un compliment. Si tu me fais un compliment sur Internet, là, ça va me faire super plaisir. Mais qu'est-ce que ça te fait? Bien, tu retournes on va revenir au côté judéo-chrétien. C'est l'humilité que c'est comme fou, hein. Tu me dis, mettons, c'est vraiment bon ce que tu as fait. Oui, mais j'ai eu de la chance. Tu te justifies. Tout le temps. Tu dis pas merci. Je suis mal à l'aise. Mais c'est le plus. Moi, on m'a appris ça. À un moment donné, j'étais comme toi. Puis il y a quelqu'un qui a dit, tu sais, là, au lieu de dire, ben oui, mais toi aussi, peux-tu juste me dire merci? Bien, ma psy a dit, prends le moment présent. Quand tu vis quelque chose de bien, arrête de penser à demain. Puis quand tu reçois un compliment ou tu reçois un remerciement, acquiesce-le, absorbe-le. Arrête-toi, puis c'est ça, absorbe. Mais c'est vrai que c'est un bon conseil. Puis à toutes les fois, moi, quelqu'un me dit quelque chose, là, il faut que je m'arrête parce que mon premier réflexe, c'est mais là. Oui, mais. C'est ça. Mais de juste dire merci, on dirait que pour l'autre aussi qui prend le temps de te faire un compliment, c'est un peu comme une insulte. De dire, OK, tu reçois même pas ce que je te dis. Mais je comprends que ça vient de ton enfance. Ben, écoute, ouais. ça vient de là, je sais pas trop. Comme on dit, c'est drôle, hein? Mais ta blonde, elle te l'a fait remarquer. Ah oui, vraiment. Mais tellement qu'elle est plus capable. Elle, ça la gosse. Imagine, elle, c'est négatif. C'est-à-dire que le fait de jamais être capable d'acquiescer quelque chose ou de profiter de quelque chose, ça en devient une frustration. Donc, elle m'a... c'est aussi la psy, c'est elle qui elle me l'a trouvé. Là. Je dis, comment... La psy, elle dit, comment tu m'as trouvé? Je dis, ben, c'est ma blonde qui dit, tu vas aller voir un psy, ça va te faire du bien. Puis c'est non négociable. C'est pas genre, moi, dans ma maturité, je vais aller voir un psy. Non, moi, j'ai pas de problème, tout va bien. Non, tu vas aller voir un psy, puis tu vas parler de toutes tes bébêtes. Mais tu l'aimes, cette fille-là, pour avoir dit oui à ça. Mais imagines-tu, je dépense de l'argent, là. Oui, c'est ça. Non, je blague, mais je vais voir un psy parce qu'elle me l'a dit, puis ça m'a fait du bien, puis ça m'a fait réaliser des affaires, puis fait que dans le fond, à quel besoin profond, c'est de m'écouter. Donc, quel aspect tu négliges dans ta vie? Bien, c'est tout, même la forme physique, là, je fais du sport. Moi, j'étais un gars qui était très sportif au secondaire. Mais au nom de la responsabilité, au nom de ne pas s'accorder du temps pour produire, pour étudier. Je n'ai qu'étudié de 18 à 23 ans, puis je n'ai que travaillé par la suite. Puis c'est comme d'aller au gym, je voyais ça comme... Oui, c'était important, mais je voyais ça comme... Après tout le reste. Ben c'est ça. Puis de prendre du temps pour moi. Tu sais, comme l'année passée, j'ai commencé à des fois faire des siestes. 2 fois dans l'année, je me suis permis de faire une sieste. Là, je suis fatigué, je vais être improductif, je vais aller lire un livre, là, même si je devrais travailler. C'est le genre d'affaire le café. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est la même question pour moi.
C'est intéressant. C'est facile tes questions rouges, C'est mon Dieu. Non, mais c'est facile. Hey, moi, je vais finalement. gaspiller mon Joker. On est rendu au niveau rose. Joker! Alors là, écoute, t'as beaucoup de choix. Il y a 6 questions, tu vas m'en donner 5 et on va en choisir qu'une. Oh, mon Dieu, mon Joker. Hey, je peux pas croire que je vais gaspiller mon Joker. Mais écoute, on va voir. Moi, j'étais sûr. Mais regarde, tu m'as fait bailler avec mes enfants, tu pensais pas ça, hein? Tu vois comment c'est bizarre? Parce que ça vient me chercher dans ma faiblesse, c'est-à-dire l'enfance. T'sais. Fait que c'est drôle, hein, parce que. Oui, mais il y a quelque chose avec la nostalgie chez toi. Il y a quelqu'un à un moment donné, tu sais, j'avais. Tu sais, c'est bizarre. Quand tu parles de toi-même, là, sans d'ajouter, il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit comment ça va. Je me suis abroyé. C'est parce que c'est comme si je me permets pas de me demander à moi comment ça va. Mais tu sais, à un moment donné, je vivais rien de spectaculaire. Mais c'est comme si jamais personne me demandait comment ça allait, moi, dans la vie. Tu sais, j'étais tout le temps en train de m'occuper de la justice, puis l'équité, puis me battre, puis telle mesure fiscale était injuste pour les familles, puis tout ça. Est-ce que c'est quelqu'un que tu savais qui allait écouter la réponse? Ah, pire que ça, c'est que, tu sais, c'était même pas quelqu'un que je connaissais. Parce que c'était une ligne d'aide de bureau. Et si je te demandais comment ça va? Non, mais là, ça va bien. Mais à ce moment-là, ça allait pas bien, puis j'ai appelé. T'étais chargé. J'étais chargé. T'es quelqu'un qui peut charger. Mais non, parce que je n'avais trop. J'étais rendu là. Puis là, j'ai appelé la ligne d'aide. Puis là, t'appelles la ligne d'aide pour avoir une référence de psy. La première personne... Ça, c'est avant que j'aie une psy. Là. Je te parle d'il y a plusieurs années. Puis la personne, elle répond au téléphone. Puis là, elle dit comment ça va? La charge émotive, tu sais. Fait que là, tu te dis aïe, hein? J'appelle une ligne d'aide de référence. Pour moi, j'appelais pour avoir une référence de psy. Et à ce moment-là, le premier réflexe de la personne, dans le fond, il veut savoir si tu vas vraiment si tu vas mal. Parce que les autres, tu sais, il y a une urgence. Il n'y avait pas d'urgence, mais c'était fou. Je réalisais à quel point j'allais mal par la question. Et aussi décider d'appeler à cette ligne-là. Oui, parce que tu dis là, je suis plus capable, puis je veux pas en parler à des amis. Parce que si tu parles à des amis, qu'est-ce qui arrive si tu parles à tes amis? Ben, parce que tes amis, ils sont chargés de toute ta connaissance. C'est le fun de parler à un psy pour une affaire. Ils te connaissent pas. Puis ils sont payés pour fermer leur gueule. Et ça, c'est merveilleux. Je pense que s'il y a des psys qui nous écoutent, ils sont parce qu'ils écoutent, mais après ça, ils guident. Oui, mais c'est ça. Oui, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, je comprends. Ils t'écoutent. C'est une écoute active. C'est que tu peux les poursuivre pour bris de professionnel. Tu comprends? Fait que c'est pas comme... Tu sais, si tu vas au bureau, mais Claude, puis je comprends. T'as peur. Oui, je comprends. C'est la confidentialité dont tu parles. Puis la personne, elle aussi, elle te connaît. Fait que le psy, je comprends. C'est parce que je pensais que tu disais ça dans le sens qu'ils ne parlent jamais, mais c'est plus dans le sens qu'ils ne peuvent pas le dire ailleurs. Ça reste... confidentiel. C'est cette notion... Oui, qui est important pour moi parce que si tu veux vraiment avouer tous tes travers ou tout ce qui ne va pas bien dans ta vie, il faut que tu... sentes écoute, à un moment donné, comme toi, tu serais une bonne psy, là, t'écoutes bien. Je te donne un exemple. À un moment donné, je me souviens très bien d'une situation complètement dichotomique. Tu sais, le clown triste. Là. Je m'en vais j'enseigne à HEC de soir ou de jour, je me souviens plus. Là. Puis là, je m'en vais à l'école. Hey, là, ça va pas bien. Là. Ça va vraiment pas bien. Puis là, je suis dans mon auto, dans le sous-sol de HEC Montréal. Là, parce que là, j'ai payé pour rentrer dans le parking, c'est l'hiver. Puis là, je suis vraiment à bout. Je suis vraiment, vraiment plus capable. Puis là, je suis dans le sous-sol. Puis là, il faut que j'aille donner un cours de 3 heures sur le service conseil. Là. Puis mes étudiants sont motivés, puis sont contents, ils sont tough, mais c'est bon. Là, je suis dans mon auto, là, ça va pas bien. Là. Puis le temps que je me rende à mon auto, puis en haut de la classe, il faut que je switch. Et ça, je suis capable de faire ça. Fait que j'étais capable, malgré toute la transparence et tout ça, parce que moi, j'avais une prof qui demandait à HEC qui était rentrée, puis elle avait dit, elle était bête comme ses pieds. Hein. Puis à la fin du cours, elle nous a tout dit, c'est parce que mon chum me laisse, je suis plus capable. Fait que j'étais en dépression. T'sais. Là, j'avais dépression, je sais pas quoi. En tout cas, c'est pour ça que j'ai pas été une bonne prof. Mais elle nous l'a dit à la fin du cours parce qu'elle voulait pas qu'on la prenne en pitié. T'sais. Puis moi, j'ai dit, hey, moi je suis payé pour donner un bon cours. Fait que je donne un bon cours. Mais c'est ça l'affaire. C'est comme si le TDA peut me permettre de me surconcentrer sur quelque chose. Je fais la tâche, j'oublie le reste, puis ça m'aide. Fait que moi, mon remède, ça a des fois été longtemps le travail, je me suis rendu compte de ça. Si tu t'occupes le cerveau, tu l'empêches de faire de l'anxiété sur autre chose. La meilleure façon de tasser l'anxiété, c'est l'évitement, mais c'est une mauvaise stratégie. Là. Je te le dis, là, utilise pas ça si tu fais de l'anxiété, vous allez le faire déconseiller. Mais ma psy m'a dit, tu as utilisé ce mécanisme-là tellement souvent. Puis là, c'est ça que tu réalises avec le temps. C'est que j'ai utilisé
j'ai drogué mon cerveau avec l'activité pour oublier les problèmes ou pour... Sauf que tu restais une personne chargée Moi, oui. Puis- à l'intérieur. mais pas chargé dans le sens que je vais gonner quelqu'un. Non, mais chargée d'émotions. C'est-à-dire Oui, mais je suis pas un que... gars, tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que je suis un gars qui avait l'impression d'être capable d'être super froid. Mais dans le fond, c'est que tu sais, comme tu me parlais de mes enfants, là, avant, j'aurais jamais laissé broyer. J'aurais fait comme... Avant de consulter, tu n'aurais pas fait ça? Ah non, mais avant de la vie en général, c'est que en vieillissant, je me ramollis, je deviens une chiffre molle. Est-ce que tu te ramollis? Une chiffre molle dans le côté, genre un peu... Est-ce que tu te ramollis ou tu t'enlèves des couches? Ah non, c'est simplement que j'ai ramolli. J'ai ramolli vraiment. Je me rends compte que... Tu te juges, on dirait. Ah oui, en disant ça. avant, j'étais capable d'en prendre, mais là, je suis fatigué. Fait que j'en prends plus. Fait que dans le fond, quand quelque chose ne fait plus mon affaire, je le fais plus. Tu sais, maintenant, j'ai ce luxe-là aussi. Parce que tu t'es rendu loin aussi, probablement. Et là, tu reviens plus à... Bien là, c'est parce que j'ai les moyens de refuser. Tu sais, quand on parlait, au début de l'entrevue, je te disais, j'ai les moyens de faire autre chose. Bien, j'ai les moyens de ne plus... Mais tu t'es mis beaucoup de pression financière quand même. Moi, je m'en mets encore. Mais oui, parce que- mais tu t'en es mis, tu sais, je veux dire, tu n'as pas écrit un livre là-dessus pour rien non plus. Je veux dire, c'est quelque Non. chose qui a pris beaucoup de place dans ta tête. Bien, c'est parce que ça a beaucoup de place dans la tête de tout le monde. Parce qu'on Oui, mais on sauf que sous- l'argent, c'est aussi le futur. C'est la protection. En fait, c'est l'anxiété, c'est la protection C'est du ça. futur. Mais Tu te projettes. si tu me dis, si tu revenais en arrière, je ferais toute la même Tu affaire. le ferais tout pareil. Ah, oui, c'est Qu'est-ce sûr que tu ferais différent quand même? Ah, j'achèterais pas 2000 CD. T'as acheté 2000 CD? Oui, excuse-moi, j'ai de l'allergie en plus, fait que je vais prendre un autre Kleenex. Je le bateau, c'est ton budget de production. Ben oui. Moi, là, ça, c'est des choses que les gens ne savent pas. Je suis extrêmement cultivé de la musique entre 1950 puis, je dirais, 2000. J'ai tout acheté, j'ai tout écouté, j'ai tout su. Je savais le nom des... À l'époque, on pouvait presque connaître toute la musique parce que... commerciale, en tout cas, qui avait été publiée. Parce que fallait passer par une maison de disques pour sortir de la musique. Fait qu'il sortait chaque semaine. Moi, j'allais chez Sam de Record Man ou Steve, pas Steve, mais Archambault. OK. C'était musique pour la guitare, mais Ouais. j'allais là, puis j'écoutais tout. Moi, je pouvais m'acheter à peu près, quand j'étais jeune travailleur, là, 50$ de CD par semaine. Parce que c'était ma façon. Et je me suis rendu compte plus tard, puis je l'ai dit à ma psy, moi, là, ma psy, c'était la musique. Quand on parle de la valeur des artistes, puis de leur travail, T'écoutais ce qu'il disait, la musique venait te les chercher paroles, aussi. fait que c'est une façon, si j'avais besoin de brailler, j'écoutais de la musique. Ça Si te j'avais calibrait. si j'avais besoin de prendre une décision, j'écoutais de la musique. J'avais de la musique pour toutes les circonstances, puis c'était mon psy. Je m'en suis rendu compte après. Mais aujourd'hui, je suis tellement fâché. Tout ce knowledge-là, là, tout mon côté poloud, là, ça sert à rien. Parce que les jeunes, pour 10$ par mois, ils ont tout mon catalogue. Donc, chez nous, j'ai 4 caisses de 500 CD de musique. Mais tu pourrais quand même faire un podcast là-dessus. La musique, tes connaissances. Oui, mais je veux dire, encore une fois, ce qui est drôle, c'est Ouais, mais que... qu'est-ce que ça t'a apporté à ce ça peut être moment-là? intéressant de même faire, tu sais, tu fais ouvre ton jeu, moi, ça pourrait être ouvre ta musique, puis on fait des affaires. Ben oui, Mais oui. sais-tu quoi? On n'est pas dans un casting aussi. Je vais te donner un exemple. T'as un gars, il a fait 30 ans de sport. C'est un gars de sport. Il fait du sport. Un gars qui parle de finances personnelles. C'est un gars de finances personnelles. Mais quelqu'un qui n'a aucune spécialité, cette personne-là, on lui permet de faire de la variété. C'est quand même drôle, hein? Fait que- T'as un cégep en com, puis toi, t'as le droit de dire au monde comment penser, réfléchir, et dire aux politiciens qui ont bien agi, mal agi. T'as une surspécialisation en finances, tu fais des finances personnelles, là, t'es classé dans ce créneau-là. Alors que tu m'as parlé de tes guitares, Ah ouais. tu me parles de tes CD. Mais toi, t'es économiste de formation. Oui. Je te disais, hey, Marc-Claude Barrette va parler d'économie. Ils m'ont dit, ben non, Marc-Claude Barrette, elle fait de l'humour. C'est la Michel Jasmin d'aujourd'hui. Tu comprends? Je comprends, non, c'est Fait- sûr que je serais pas castée pour ça. Alors, on nous juge. On est tous des humains. T'sais, si je regarde, par exemple, une personne dans la sphère publique, elle est une personne dans sa vie personnelle aussi, puis elle a des intérêts divers. Alors, pourquoi moi, qui est CPA, je n'ai pas le droit d'aimer la musique ou de connaître ça autant que quelqu'un qui fait de la radio à ICI Musique? Pourquoi? Parce que dans le fond, j'en connais peut-être même plus. Tu serais surprise. Donc, Mais moi, je serais vraiment curieuse. Là, moi, tu viens d'attirer mon attention. mais regarde, je te donne un exemple. Moi, ma mère, quand j'étais petit, entre 0 et 5 ans, on avait un shack. Quand je te dis un shack, là, c'était un chalet là, qu'il prenait l'eau l'hiver, OK? Et quand je te parle de ma nostalgie, je suis retourné récemment dans ce coin-là, puis je suis allé revoir le chalet. Qui était, là, le chalet était rasé, puis il y a une maison qui a été faite par-dessus. T'sais. Puis j'ai rencontré le gars qui était là, puis je dis, hey, moi, là, je peux te déranger 2 minutes? Je dis, c'est mon enfance, ça, là. T'sais. Puis nous autres, on n'avait pas de TV. Fait que ma mère, l'été, tout ce qu'on avait, c'était des livres, puis de la musique. Et ma mère, elle écoutait
les chansons françaises, les chansons québécoises, les Gilles Vigneault, les Félix Leclerc, mais aussi les Jean Ferrat. Et tout. Donc, moi, quand j'étais arrivé au secondaire, là, on écoutait du Metallica, puis moi, ma mère, je connaissais Jacques Brel d'un bord à l'autre, là, avec mon père, là, Gilbert Bécaud. Donc, ce qui est drôle un peu, c'est que j'ai une culture qui n'est pas de mon âge pour ces raisons-là. Nomme-moi un gars de mon âge qui a écouté du Jean Lapointe quand il avait 5 ans. Ça, il y en a moins. J'ai... Sauf qu'en même temps, tu comprenais les paroles. Je comprends les paroles, mais je veux dire, ce qui était drôle, c'est que là, j'ai toute cette culture-là de... On mettait les... Tu sais, on respecte nos parents. T'avais on met comme une différence, là. Ben, on a la musique de nos parents, tu sais. Je te donne un exemple. Ma Moi, mère, c'était là, Michel Richard, puis Michel Louvain, puis René Martel, écoute, tu vois. le CD le plus hardcore que ma mère avait, pas le CD, mais le vinyle le plus pote, c'était Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Water. Ça, c'était son vinyle du groupe américain le plus rebelle. Fait que je connais Simon and Garfunkel. Mais tu sais, pour moi, là, c'était comme la musique la plus... Mais je te souhaite, en tout cas, de faire quelque chose avec ça, parce que... C'est drôle, hein? C'est vraiment... Mais tu sais que Richard, un qui est bon avec ça, c'est Richard Z. Serrois, qui en fait maintenant un travail. C'est que lui, il est fou de musique, puis là, il fait les vinyles de l'Insomniaque sur le réseau régional, puis il parle de sa passion. Mais parce que la musique, ça intéresse tout le temps tellement de monde, puis tu sais, surtout si on fait des liens avec tel groupe, puis dans la chronologie du temps... On oublie des fois que ce style de musique-là n'existait pas, que cet album-là, qui a de l'air banal, était révolutionnaire. Moi, ça me fascine, cette connaissance musicale-là. Tu vois, on parle de l'évitement. Tu vois comment j'ai évité tes questions de sexe? Mais moi, tu vois comment je les tiens. Alors, voilà. Alors, voici. Voici les... Non, tu vas voir, c'est pas si pire, là. Alors, c'est le niveau Eros et compagnie. Hey, je me souviens comme quand... Tu sais, je me sens comme quand on joue au 500, puis j'ai 2 bonhommes dans les mains, là, puis je vais gagner la game. Tu peux y aller. As-tu déjà eu une peine d'amour? OK. Est-ce que tu t'investis dans ta relation amoureuse? Ça, c'est facile. J'ai ouais. bien aimé, j'ai bien mis le mot Investi. investi. Es-tu romantique ou sentimental? Quelle importance accordes-tu à l'intimité émotionnelle? Hey, ça, c'est... Je la comprends même pas, la question. Fait que je pourrais pas répondre. Es-tu... Tu comprends pas? Ben, tu sais, quelle est l'importance d'accorder à l'intimité émotionnelle? Comment ta conjointe va, qu'est-ce que, tu sais, OK, l'intimité émotionnelle, comment elle va? Hey, je suis un peu trop rationnel là-dessus. Mais t'es pas obligé de répondre à ça, là. Es-tu un romantique ou un sentimental? Wow! Est-ce que tu t'invites dans la relation? T'es investi dans ta relation amoureuse? Bon, garde. On y va-tu avec celle-là? Garde, va jeter ton joker, OK? Ah, yeah! Je suis contente. Est-ce que tu t'investis? Oui, un bon exemple. Puis je m'investis de plusieurs façons, OK? Puis là, on peut prendre le mot à son sens propre et figuré. Parce qu'on peut dire que ta Geneviève... Ta conjointe, c'est à moi! Ta conjointe, c'est Geneviève Peterson qui a plusieurs... Faut dire Peterson, je dois dire, c'est Petersen. C'est Peterson. Ouais, parce moi, que j'ai dit Peterson. C'est Peterson, les gens, pas souvent, parce que c'est... Peterson, ça vient des pays norvégiens. Là, dans le fond, c'est comme les joueurs de hockey. C'est que... Puis là, si tu dis conjointe devant elle, elle aime pas ça. Comment? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ta blonde, OK. Ouais. D'ailleurs, elle me dit, là, il faut que tu ailles où ton jeu, c'est le fun, c'est bon. Elle suit tout ça. Elle veut venir ici demander. Elle dit, c'est vraiment le fun comme show. Je dis, regarde, avoir réussi à me faire broyer en plus. Donc là, elle dit, est-ce que tu t'es investi? Oui, mais plusieurs façons. Okay. Puis investi, je vais le prendre dans tous les sens du terme. Parlons financièrement. Je m'investis. Exemple, ce qu'on fait, nous autres, c'est que moi, le budget restaurant avec ma blonde, c'est un investissement. C'est pas une dépense. C'est-à-dire qu'il y a plein de monde qui sont en couple et qui attendent à Saint-Valentin pour se donner un moment. Nous autres, c'est l'inverse. La Saint-Valentin, c'est dole, parce qu'on a déjà tout fait ce que le monde fait à Saint-Valentin. Fait qu'on s'investit. Donc, moi, je vais aller au restaurant souvent. Puis pour moi, c'est un investissement. Parce que si tu veux que ton couple survive, c'est un exemple. C'est là que tu nourris ta relation émotionnelle. Vous prenez de vos nouvelles à ce moment-là? Bien, c'est parce que je te donne un exemple. On travaille beaucoup, on a des horaires atypiques avec moi. Vous ne vivez pas dans la même maison. On ne vit pas dans la même maison. Fait qu'il faut que tu écris les moments. Là. C'est pas trop facile de dire je vais aller souper chez vous, je vais pas aller souper, je m'en vais avec mes enfants après. Fait que tu sais, ça, c'est trop. Tu sais, de s'extirper. Puis c'est drôle parce que hier, j'étais allé au restaurant vite avec elle. Et à la table d'à côté, en arrière, on a vu nos voisins qui, eux, ont 4 enfants. Puis ils sont toujours avec leurs 4 enfants. Puis là, ils se payaient justement un moment. Puis je trouvais ça le fun. Ils s'investissaient dans leur relation, puis nous autres aussi. Fait que moi, ça. Deuxièmement, c'est bien que j'ai une blonde parce que sinon, moi, je travaille à la fin de semaine. Tu sais, la fin de semaine si j'avais pas mes enfants, cette fin de semaine-là, je dois qu'elle soit productive. Là, écoute, je t'aurais à être je réparerais des affaires dans ma maison, je ferais du ménage, j'écrirais un autre livre, je serais toujours en mode productivité. Fait que je m'investis parce que quand tu es avec quelqu'un, tu peux pas décider d'être optimal tout le temps. Tu peux prendre
C'est ça. T'arrives, est-ce que tu y penses que tu pourrais faire d'autres choses? Ah oui, tout le temps. Ah oui! Écoute, tu sais, des fois, ma blonde, elle dit, tu peux-tu être avec nous autres? Elle le voit, elle me regarde, ben, elle dit, peux-tu être avec nous autres? Là, t'es d'ailleurs. D'ailleurs, je vais faire une révélation, c'est facile. Moi, là, j'ai un tic, OK? Puis je ne l'ai pas fait aujourd'hui parce que je suis dans la discussion avec toi. Mais si, mettons, on s'assoit et on prend un café puis je commence à faire ça de même, là, pas pour rien que j'ai les cheveux frisés. Si je fais ça de même, elle dit, ah, c'est, elle dit, ça, c'est la couette de l'hypothèque. Ça, c'est la couette de la carrière. Ça, c'est ta famille. Elle dit, ça, c'est elle. Elle colle de à quoi je suis en train de penser en fonction de mes tics. Pas de mes tics, mais ce que je suis en train de faire avec mes cheveux. Fait que tu as un langage non verbal. Ben, c'est parce que quand je fais ça, C'est un langage, ça. c'est comme, je sais pas si tu as connu ça, toi, quand tu étais plus jeune. Il y avait un viking qui faisait tout le temps ça. Oui, oui. Oui. C'est-tu Vicky le viking? C'est Vicky le viking, exactement. Bon, ben, mais c'était pas Vicky. Attends, c'était pas lui qui avait le tic. C'est-tu Vicky lui, le il faisait viking? ça de même. Oui, Il c'est faisait ça le comme petit ça. qui avait ça. OK. Fait que là, moi, ça, là, je m'en rends même pas compte. C'est elle qui m'a fait réaliser ça. Elle dit, tu te rends compte que tu fais ça de même? Elle dit, là, je t'écoute. Ça veut dire, elle sait que t'es pas là. Elle dit que t'es en train de penser à quelque chose, là. Elle dit, ça, c'est l'hypothèque. Elle dit, ça, c'est le chômage. Et t'arrives à. Quand elle te parle comme ça, Geneviève, tu l'acceptes dans d'elle. Pas tout le temps, mais elle a une très grande crédibilité. Tu sais, quand tu sors avec quelqu'un, c'est la personne qui te connaît le mieux, là. Plus que ta famille, tes parents, tes frères, tes sœurs, tes amis, parce qu'il n'y a pas de bullshit dans le... Tu peux pas acter le quotidien à temps plein. Non. Bon, il y a des psychopathes qui sont capables. Moi, je suis pas capable. Tu m'as vu tantôt, là. Et donc, elle est capable de me dire, là, stop it. Ou décroche. Va prendre une marche. Va promener les chiens, tu sais. Et ça, c'est ma nouvelle Te santé. ramène dans ton moment. Ma nouvelle santé, que j'ai investi en moi par ma relation, c'est qu'on a 2 petits chiens. Puis là, c'est elle qui s'en occupe parce que, tu sais, moi, avant de sortir avec elle, je voulais rien savoir d'avoir un animal. Puis là, on en a un deuxième. Ça donne une idée. Et là, je vais promener mes petits chiens le matin. Puis là, je me promène, puis je vais au café. Puis là, je prends mes petits chiens, je passe chez elle, je ramasse les petits chiens. Et ben moi, je me dis, OK, si je promène les chiens le matin, elle n'aura pas besoin de le faire tantôt. Ou elle va le faire en deuxième. Puis ça. Fait que c'est des petites affaires de même. Mais je suis très dans le côté de m'occuper d'eux. Exemple, ma façon de montrer que j'aime quelqu'un, ça va être d'exemple. Je vais aller tondre ton gazon, je vais m'occuper. Je sais pas, moi, je vais acheter quelque chose que tu as besoin. T'es dans l'action tout le temps. Mais c'est ça. T'as des tâches. Hey, j'ai tellement de tâches. Ça me fait faire de l'anxiété. Moi, chez nous, parce qu'il y a ma liste sur mon tableau des urgences que je ne vais pas oublier en me levant parce que c'est un mécanisme de contrôle du TDA, on s'entend. Mais j'ai un fichier sur mon ordinateur qui s'appelle To Do. Puis j'ai un fichier aussi ActiveNet. L'ActiveNet, c'est une vérification que notre situation financière s'améliore. Et le To Do, c'est la liste des choses que j'ai à faire. La liste de To Do ne cesse d'augmenter. Tu me rends quasiment anxieuse moi-même présentement avec. Mais à quel moment ça, tu peux mettre ça à off? Quand je vais être médicamenté, j'imagine. Parce que ça s'arrête jamais. En fait, moi, j'ai aucun problème de sommeil. Aucun. Mais heureusement que tu n'as pas de problème de sommeil. Moi, je pense que tu es épuisé quand tu te couches. C'est ça. Tu sais, moi, je pourrais prendre, pour les gens qui connaissent le café, là, je pourrais prendre un café caféiné infusé à froid avant de me coucher et de m'endormir. C'est parce que ton corps, mais quand je me réveille, il n'y a rien de pire pour moi que de me réveiller à 2 h du matin puis de commencer à penser à quelque chose. Parce que là, tu dors. Là, l'hamster, il part, là, puis demander, je vais me lever. Puis est-ce qu'en vacances, tu peux arrêter ça? Oui, puis non. Parce que quand j'ai des pensées obsédantes, des fois, pas de l'obsession, mais obsédantes, c'est-à-dire des pensées qui restent tout le temps là. Mais j'ai beaucoup de responsabilités aussi, puis j'ai beaucoup d'enjeux, puis j'ai beaucoup de... Est-ce que tu pourrais en avoir moins? Oui, dans le fond, tu sais, si je vends tout, puis je vais vivre un appartement avec mes enfants, je vais avoir bien moins de stress. Mais là, tu tombes dans un autre extrême. Oui, mais ce que je te dis, c'est que, tu sais, j'ai un chalet, j'ai un duplex dans lequel je vis, j'ai un autre duplex d'investissement, j'ai des placements en bourse, j'ai de l'endettement lié à ces investissements-là. Tu sais, moi, j'aimerais beaucoup ça, tu sais, d'avoir juste un condo, puis pas de dette, là. Tu comprends-tu? J'aimerais plus ça qu'avoir tout ça. Et qu'est-ce qui arriverait si tu avais juste ça? Et je détruirais des souvenirs avec mes enfants, parce que quand tu me parles de rationalité, tu vois, regarde, avoir un chalet, ça, c'est financièrement une catastrophe pour moi, là, mais je le fais pareil. Avoir un immeuble à revenus, qu'il faut que tu gères des locataires, il faut que tu gères des... T'sais. Pas facile de louer des logements quand t'es et moi, là. Parce que tu veux pas l'annoncer, tu vas avoir 200 000 téléphones. C'est long, c'est compliqué. Puis là, j'augmente mes locataires de 10$ ou de 20$ ou de 30$ en fonction des années. Puis là, ton locataire te rappelle. Ouais, on peut-tu avoir un rôle? Mais ça se peut-tu que tu te places pas en premier dans tes... Non, c'est juste que je pense tout le temps à demain.
Oui, c'est ça. Tu te projettes, là. Regarde, là, je venais ici. Hier, j'y pensais que je venais ici. J'en faisais pas de l'anxiété, mais je dis, OK, qu'est-ce que je fais cette semaine? Qu'est-ce que je fais tantôt? Qu'est-ce que je vais faire après? Là, mon enfant, il va être malade, là. Dans 2 jours, s'il est malade présentement, dans 2 jours, il va aller moins bien parce que le cycle est 5 jours. Fait que là, il va falloir que, tu sais... Parce que tu as un côté nostalgique, donc qui te ramène dans ton passé. Pas tout le temps. Et tu as aussi de l'anxiété qui fait que tu vois tous les scénarios catastrophes qui s'en viennent. Je ne vis jamais dans le présent. C'est ça. Je vis tout le temps dans le passé ou dans le futur. Jamais dans le présent. C'est bizarre, hein? Je suis pas capable d'apprécier. C'est comme quand tu manges une tarte au sucre. Mais moi, la tarte au sucre, je vais l'avaler au lieu d'en profiter, tu comprends-tu? Je vais pas l'avaler, mais tu sais, je ne profite pas de chaque bouchée de la vie présente, sauf quand il arrive un drame. Exemple, cette semaine, il y a un gars que je connaissais pas, mais qui fait partie des gens que j'ai vus dans mon secondaire ou au cégep. Il est mort. Je dis, ce gars-là, il a mon âge. Il est mort. Hey, moi, je suis chanceux, là, je vis. Là, je vais prendre 2 minutes. Ça va durer 2 minutes. Mais tu sais, la mort de quelqu'un a ça de bien, c'est que ça te fait réaliser que tu es en vie. Puis que Si c'est tu un meurs, privilège. est-ce que tu meurs demain? Est-ce que tu pars en paix? Non. Je suis pas prête encore. Là. Parce que j'ai pas fait tous mes papiers comme il faut. Si tu fais pas des papiers comme il faut... Ça devrait être sur ta to-do j'en ai fait. list. Oui, mais c'est parce que ça évolue tout le temps. J'ai fait mes papiers il y a quelques années. OK, c'est récent quand même. Oui, mais puis là, ça évolue tout le temps, les maudits papiers. Dès que tu as un nouvel actif, un nouveau... Tu sais, faut bien que mes enfants soient corrects, mais moi, je vois du monde qui meurt. Mais moi, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui écoutent, là, qui disent « ouais, mais là, des actifs... Non, je te donne un exemple. J'avais un terrain... Mais ça t'aide parce que tu as besoin d'avoir beaucoup de choses. Non, mais regarde, je te donne un exemple. J'avais un testament. Puis dans mon testament, j'avais un terrain. Là, il y a un chalet sur le terrain. Mais dans mon testament, je léguais le terrain, il n'y a pas de chalet dessus. Fait que là, il faut que je modifie mon testament parce que c'est plus la même réalité, là, c'est plus le même. C'est toutes ces affaires-là, c'est niaiseux, mais ça change tout. Fait que plus t'en as, plus c'est complexe. Mais moi, c'est les objets dont je veux me débarrasser. Quand j'arrive au chalet, je suis tellement bien, on dirait un Airbnb. Il n'y a rien dans ce chalet-là. Tu sais, c'est fait. C'est clean, mais juste ta chambre, il y a quand même pas mal de stock chez vous. Au chalet. Non, c'est ça, au chalet, t'as pas ça. Au chalet, j'ai une valise qui rentre, qui sort, j'ai une petite armoire avec du linge. C'est pour ça que t'es bien, mais c'est parce Chez que nous, ça... c'est épouvantable. Mais ça doit libérer ta tête aussi. De moins avoir de choses. As-tu déjà regardé les manuels d'instruction des choses que tu achètes? Non. Si tu écoutais les compagnies, là, tu passerais ta vie à entretenir des objets. La tondeuse, il faut que tu fasses un changement. Là, le blender, il faudrait que tu fasses ça. On va changer les filtres 2 fois par année, des choses comme ça. Le caulking de salle de bain, tout ça. Là. Il y a toujours de quoi faire d'une maison. Là, quand tu as 2 blocs et un chalet, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu passes ta vie à penser aux affaires que tu n'as pas encore faites. Il faut vider les gouttières, il faut faire ça. Fait que moi, j'en ai, puis je me sentirais, mais c'est pas tout de suite. Ça va arriver. Mais je fantasme sur l'idée d'un jour d'aller vivre dans mon chalet. Fait que t'as quand même ça en tête, de dire là, cette situation-là pourrait s'améliorer. Ah, elle va s'améliorer, mais les enfants, c'est de la responsabilité. Là. C'est que il y a 2 êtres humains qui dépendent de toi. Est-ce que tu t'inquiètes de tes parents aussi? Oui, mais là, ce qui est fou, là, puis là, sans rentrer dans le détail de la vie de tous mes oncles et mes tantes, mes parents sont en santé relative. Mais mes oncles et mes tantes, beaucoup de personnes avec des problèmes cognitifs. Des gens que j'ai connus solides, des gestionnaires, des gens décisionnels, des gens qui emmenaient large, qui s'occupaient de tout le monde. Puis là, ils sont perdus. Perdus. Puis là, d'ailleurs, ils ne sont pas si vieux que ça, mais il y en a beaucoup. Donc là, je vois du monde, Parkinson, démence, Alzheimer. C'est le grand mal. Pourquoi les gens meurent plus de ça aujourd'hui? Mais c'est parce qu'avant, on mourait du cœur. Avant, on mourait de santé. On mourait plus jeune aussi. C'est une maladie quand même de dégénérescence. Ben, dans le fond, les gens mouraient de l'usure de la vie. Tandis que là, le fait de ne pas se faire user par la vie, de ne pas respirer des affaires dans une usine, ça se peut que tu meurs d'autre chose. Et moi, je sais, je dis tout le temps au monde, je suis en santé, puis j'ai pas de problème. Fait que je meurs pas du cœur, moi, là. Moi, je meurs d'un cancer ou de démence. C'est un des deux. C'est ça que je sais. Là. C'est mon avenir. Fait que là, tu sais, quand tu parles d'un gars qui pense à comment je vais mourir, je peux mourir d'un accident aussi. Là. Tu peux mourir tantôt. Là. Je peux avoir une embolie pulmonaire. Là. Ouais. Mais ce serait drôle hein, que je meure tantôt. Imagine le stun pour ton podcast. Ah, ça serait tellement drôle. Ça serait bon, hein? Ça n'aurait pas de sens. Non, mais tu vois, ça... J'aurais peur, admettons. Tu devrais plus tirer personne aux cartes. Ben là, non, mais puis je trouvais que ça ferait opportuniste. Tu sais, je sais pas comment. Ah, mais regarde, je te donne la permission. Mais ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Si ça arrive, là, ça va être une belle mort. Je vais avoir un témoignage de fin de vie. Mes enfants vont avoir une vidéo d'adulte papa. Es-tu prêt à la question opto-réseau? Attends. Ben oui, puis tu sais que je vieillis. Hein? Ouais. Ça, c'est des lunettes avec foyer. Là. Oh, des foyers progressifs, parce qu'on les voit pas? Non. Est-ce que ça a été
comme toi, comme un genre, j'ai rien que le mot en anglais, statement, comme un avertissement de dire, OK, je suis en train de vieillir, j'ai besoin de lunettes. Non, parce qu'à 45 ans, souvent, la presbytie embarque. Ben moi, oui. moi, j'avais une petite myopie basée sur l'université où tu regardes trop tes livres, tu regardes pas assez loin. Fait que j'avais 1 dioptrie. Et là, mon dioptrie de myopie est rendu à 0,5. Ça veut dire que la presbytie a compensé la myopie. Fait que je me rendais compte que j'avais plus besoin de lunettes pour voir de loin. Mais là, tu arrives au magasin, mettons. Tu arrives au restaurant, là, puis là, c'est sombre. Là, tu regardes le menu. Puis là, il y a une Christiane Charette en toi qui a envie de sortir une loupe. Oui. Ou, tu sais, là, tu vois. Tu sais, là, mais tu sais, regarde, on va te le faire, là. Tu sais, les boomers au restaurant, là. Oui. Ils sont là avec tu sais, c'est une belle ambiance romantique, là, à Saint-Valentin, puis eux autres sont là. Avec Là, j'étais rendu là. Fait que je regardais, mettons, mon téléphone, là. Puis au lieu de grossir le caractère, parce que j'étais rendu comme ça, puis là, à un moment donné, mon bras était pas assez loin pour que le focus se fasse. Puis même là, présentement, j'apprends, là, parce qu'il faut que. Faut que tu regardes aux bonnes places. Là, je regarde de même, je vois pas mon téléphone parce qu'il faut que je fasse ça. Puis il faut que ton foyer arrive vraiment à la bonne hauteur. As-tu des foyers progressifs? Ben, certain, j'ai des foyers. Là, tu vois, moi, ça fait 14 ans à peu près que j'en porte. Mais je les porte pas tout le temps. Tu sais, quand je fais une entrevue comme ça, c'est bizarre, là, parce que je pourrais les porter, parce que je vois très bien. Mais on dirait que j'ai besoin de... C'est comme je me sens plus franche. Il y a des chassis doubles entre les deux. Je sais pas comment dire ça, mais écoute, je peux pas vivre sans mes lunettes. Mais au début, c'était les marches. Mais tu vois, ça a quand même évolué dans les dernières années parce que maintenant, c'est tellement précis que j'ai plus de problème. Et moi, je m'enfargeais. Là, les premiers progressifs que j'ai eus, je voyais pas les hauteurs. Mais j'ai payé, tu vois, dans l'investissement, j'ai payé plus cher pour avoir le meilleur angle. C'est-à-dire que moins tu payes cher tes foyers progressifs, plus ta vision va être comme ça. Plus tu payes cher, plus c'est large. Parce que dans le fond, ils jouent avec ça dans le marketing. Donc, c'est les plus chers que je peux payer pour que justement qu'il n'y ait pas de clash entre la presbytie et la Puis là, tu te sens bien? Ah, je peux marcher avec, plutôt de faire ça, je suis correct. Ben, ça te fait bien, là, tu peux dire merci. Oui, il y a une dame qui dit ça à la télévision l'autre jour quand j'étais à l'émission. Elle dit ça, il fait bien les lunettes. J'ai dit parfait, j'ai l'air plus sérieux. Je peux me présenter en politique. Tu le ferais-tu te présenter en politique? Moi, j'ai reçu 2 personnes dans ma vie qui m'ont bien dit 2 choses. Il y a un gars qui a dit, si jamais tu veux aller en politique, là, invite-moi à luncher, moi te dire toute la vérité, sache dans quoi tu t'embarques. Ce gars-là s'appelle Mario Dumont. On dirait que j'étais sûre que tu allais me dire ça. J'ai reçu une autre personne dans un podcast que je disais, hey, Marie-Claude, t'as connu la politique, est-ce que tu irais en politique? Jamais je retournerai en politique. Alors, ça a été une belle expérience, mais il n'y retournerait pas. Puis j'ai travaillé avec Jean Lapierre qui disait, tu vas en politique quand t'as rien à perdre ou tout à donner. Puis moi, j'ai tout à perdre, puis j'ai pas encore tout à donner. Mais t'aurais toujours quelque chose à faire, par exemple. Oui, déjà. Mais peut-être, là, j'ai toujours dit non. Puis même tout le monde en parle en 2017, j'avais dit jamais. Mais qui sait? Mais qui sait, parce que tu peux te dire un jour, j'ai quelque chose à apporter. Accomplir. Parce que, mais il faudrait que mes enfants soient plus à la maison. Oui, mais c'est sûr, c'est pas facile, mais il y a quelque chose où on peut changer pour vrai. Mais tu sais, moi, j'étais un gars de... On peut changer, mais j'étais un gars de rationalité financière. Je me rends compte que t'es mieux député de l'opposition au fédéral que ministre au provincial. Mais sauf que, tu sais, tous les gens qui te l'ont dit, on a tous touché à la politique. Ouais. Mais on l'a fait, tu comprends? Ouais. Fait que c'est pour ça, des fois... C'est à mon tour, ça que tu dis? C'est ça que je suis en train de te dire. OK, là, je m'en vais. OK, on fait un petit jeu. Ouvre ton jeu. Là, tu me verrais dans quelle partie puis pourquoi? Juste pour le faire. C'est moi qui pose la question. Bien, dans quelle partie... Pas obligé d'exister, le parti, ça peut être un autre parti, mais quel genre de valeur est le parti que j'irais, tu penses? Je dis ça de même. Bien, moi, en tout cas, je pense que ça prendrait un parti où on parle de santé financière, autant de l'État que de l'individu. C'est sûr. Parce que moi, je trouve qu'il y a un débalancement, parce que quand ton État s'appauvrit, ta population s'appauvrit. Quand tu enrichis ta population à très court terme pour faire un coup politique, ta population va en payer le prix plus tard. Donc, c'est le juste milieu. C'est pas facile, le compromis politique. Ça doit non, pas être exactement. Puis, tu sais, quand on parle de créer de la richesse, c'est pas créer des riches. C'est créer des... Tu sais, c'est travailler avec deux ressources qui font ensemble, qui font entre autres que ton État va s'enrichir, tu sais. Mais là, j'ai pas utilisé mon joker encore. Bon, ben voilà. Quelle est la perception erronée que les gens ont de toi? Ah, j'aime ça, Opto-Réseau, ouais. le lien, langue. La perception erronée, c'est que je suis cheap. Ça, c'est vraiment la grande perception que je gratte mes scènes. J'ai jamais autant dépensé de ma vie que présentement. Mon coût de vie est énorme maintenant. C'est quoi ta plus folle dépense? Les gens, ils disent, mais regarde, les disent, hey, regarde, tu fais pas ce que tu prends. Coudonc, lisez-vous les livres que j'ai écrits. J'ai dit, tu optimises ta vie financière de 15 à 35 ans,
Tu crées une valeur, puis après ça, tu peux dépenser parce que tu Sauf que t'approries. si on l'est à 50 ans, tu comprends, on est-tu en train de se dire j'ai manqué ma vie? Non, parce que comme je te dis, j'ai 45, puis selon le calcul que j'ai fait une grille. Dans Liberté 45, j'ai fait une grille, puis j'ai dit tu peux dépenser à partir de 40 ans. Pour vrai, là. Parce que, tu sais, 2,50 de valeur monétaire à 60 ans, mais quand tu as 20 ans et tu dépenses, c'est comme si tu dépensais 7 piastres à 60 ans. Il y a un ratio. Quand je vois un jeune qui dit « Ah, mon père, il a une telle charge, je peux l'avoir moi aussi, je fais le même salaire que lui. » Je dis « Non, lui, il a 25 ans d'épargne de plus que toi. Là. Donc, lui, il a les moyens de payer ce taux-là avec son épargne, tandis que toi, il faut que tu payes avec ta paye puis ton impôt. » Mais c'est quoi ta plus folle dépense? Juste pour nous dire que t'es pas cheap, là. Bien, écoute, le chalet, c'est ma plus folle dépense. Là. Tu te payes une deuxième maison, puis contrairement à bien du monde, je la loue pas en dessous de la table, parce que ça, c'est plein de monde qui font ça. Tu sais, quand vous voyez sur Internet, là, « Ah, chalet à louer pour des amis, là. » Des gens de mon réseau, là, ça, c'est non déclaré. Fait que, tu sais, ça, c'est de la fraude fiscale. Fait que je peux pas faire ça, évidemment, avec mon poste. Là. Et donc, ce chalet-là, moi, c'est ça, c'est vraiment ma dépense la plus... Moi, je me juge d'avoir fait ça. La moins logique dans ta logique. C'est que dans le fond, à toi. j'ai un gros coût de 5-10 ans à assumer en double pour le bien-être de ma famille. En me disant, ça apporte de quoi? Un bien-être familial qui n'a pas de valeur. Et ça me coûte très cher en impôts parce que je suis obligé de me verser un très gros salaire pour payer ça. Donc, ça, c'est le bout vraiment folle dépense. Si tu oublies la dépense immobilière, ça demeure un actif éventuellement, je te dirais que, comme moi, ma blonde, on travaille beaucoup, bien, justement, tu as payé des restaurants souvent. Ça a l'air bizarre, mais au bout de l'année, c'est quand même une dépense importante dans notre budget. C'est ma folle dépense, ouais. Après ça, j'ai des affaires qui n'ont pas d'allure. Je l'ai déjà dit, j'ai une guitare de 3000 $ chez nous. Je veux dire, j'ai pas le talent de... Tu joues quand? C'est ça, je joue pas assez. Je joue pratiquement plus jamais. Mais tu pourrais jouer au chalet autour d'un feu. Oui, mais il faudrait que je sois tout seul. Tu sais, moi, je joue de la guitare tout seul dans mon sol, dans ma chambre, avec ma to-do Et list. tu chantes pas des tunes québécoises là, qu'on peut chanter avec toi autour d'un feu? Oui, mais le feu est dans ma chambre, puis je suis le seul invité. Mais pourquoi tu le ferais pas à ton lac, sur le bord de l'eau? Parce que... Ils sont gossants, les gratteux de guitare au lac, qui sont pas des vrais artistes. Tu sais, là, moi, je suis jalouse de toi, là, gratter de la guitare, être capable de chanter, puis c'est tellement des moments incroyables. Ben, regarde, moi, je vais à ce qu'on appelle, je vais faire une petite pub, t'sais. Je vais au Doux Jeudi à Saint-Alphonse. Au village, il y a, chaque été, des artistes qui sont invités pour venir chanter un jeudi soir, 4-5 fois dans l'été. Alors, j'invite les artistes du Québec à m'aider à décrocher et à venir au Doux Jeudi chanter à Saint-Alphonse-Rodriguez. Parfait. C'est bon, ça? C'est bon. C'est un beau pitch, ça. C'est bon. Hey, mon Joker, Caroline! Tu vas partir avec, il est à toi. Il n'y a aucune de tes questions qui était trop tough. Hein. C'est gentil. Je te tiens à te dire qu'au moins, tu respectes ton public, tes invités. Je veux dire, tu t'en vas pas dans... Je ne traverse pas la ligne que... En fait, tu choisis la question aussi que tu veux répondre. Puis moi, si je vois que la porte est fermée, je ne vais pas frapper dedans. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais tu as dit beaucoup de choses ici aujourd'hui. Oui, mais des fois, tu sais, tu ouvres une porte, tu frappes à une porte, mais tu peux choisir la grosseur de la porte que tu ouvres. Oui. Mais il y a des questions qu'en les posant, tu sais que c'est dommageable. Oui. Donc, il y a des questions, ça, au moins, vous n'allez pas là. Non, moi, c'est super important parce que tu vois, tu n'as jamais été sur la défensive. Ben là, j'ai braillé dans ton podcast. Mais brailler, c'est pas être sur la défensive, c'est être vulnérable. Je te dis, MC, j'étais dans l'auto tantôt, il dit, qu'est-ce que tu fais? Je m'en vais en haut songer avec ma Claude Barrette. Il dit, vas-tu pleurer? Je dis, ça me parle de mes enfants, c'est sûr, je vais brailler. Fait que c'est vrai. T'as réussi. Je savais que t'irais là, puis tu vois, c'est niaiseux, hein? C'est pas une question crunchy, là. Ben pas du tout. Mais moi, ça vient chercher une faille. Mais c'est en parlant de ton ami Mathieu aussi que tu as eu de l'émotion. Oui, mais Mathieu, salut en passant. On ne se voit pas souvent, mais on se connaît encore très bien. D'ailleurs, patate mallette, Mathieu est là aujourd'hui, probablement. Allez faire un tour. Puis continue à jouer, à lancer la balle avec tes fils. Oui, mon fils, j'aime ça. Mais c'est important, mets ça à ton agenda. Oui. Dans ta to-do list, là, mais en plus de ça. Hey, je peux pas croire que j'ai pas utilisé Tu n'as mon pas Joker. utilisé ton Joker. C'est pas rentable, ça? Non, c'est pas. Ben c'est rentable. Moi c'est rentable pour moi quand tu n'utilises pas ton Joker. Mais tu vois, ça donne tout le temps la liberté de si je vais trop loin, tu me dis ça, puis ça va, tu sais. Parce que moi, je pense que les invités doivent aussi avoir leur protection. Mais ça, là, c'est les mêmes questions pour tous les invités. Non. Hein? J'en ai d'autres questions. Ah oui, parce que Geneviève, là, tu l'as fabriqué, là. C'était pas tous les gens qui se demandent comment va ta relation avec Geneviève. Non, c'est ça. C'est pas. Ah, fait que c'est mon jeu personnel.
C'est à toi, oui. Comme l'autre fois, par exemple, mettons, avec Patrick Bruel, il a fait un voyage en Algérie. Bon, ben je posais des questions sur l'Algérie. Tu comprends? Je t'aurais pas posé de questions sur l'Algérie, là. Ah, j'avoue, hein. T'aurais trouvé ça un peu étrange. Non, je t'aurais dit, j'ai voyagé en mangeant des dates d'Algérie. Mais il y a des questions qui reviennent, mais il y a des questions, c'est sûr, qui sont plus personnalisées. Fait que ce jeu-là, quand je l'ai écrit, là, quand je l'ai fait, ben c'était en pensant à toi. OK. Mais donc, la version numérique, la vraie version qui existe en vente, là. Cette version-là. Ouais, elle a les questions. Y a-tu 2 versions? Non, il y a une version. Il y a une version, mais il y a plus de questions, par exemple. Donc, tu peux les choisir. Et je te dirais que la version 2 s'en vient. Mais ça, je m'en allais te dire, écoute, tu peux faire une version 2, 3 puis 4. Non, mais il faut quand même dire que Ouvre ton jeu, il n'y en avait plus. Là, on vient d'en recevoir. On a fait on est obligé de remplir les tablettes. Et là, finalement, j'ai proposé quelque chose à Randolph pour faire un 2e volet. Puis on dit oui tout de suite. Alors, tu sais, j'ai cette chance-là d'avoir Randolph comme partenaire, là. Mais ce qui est drôle dans ce jeu-là, c'est que, tu sais, il y a des jeux de société où tu joues pour te divertir, tu sais, puis dans le fond, tu sais, tous les amis là, qui se connaissent depuis 20 ans, puis là, ils radotent ces mêmes affaires. Tu sors le jeu. Tu sors le jeu, puis là, hey, je connaissais pas ça de mon ami, tu sais. Mais est-ce que moi, c'est un préjugé que j'ai, parce que je veux dire, mettons que je jouais à Ouvre ton jeu, là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'amis de gars avec qui je pourrais jouer à Ouvre ton jeu. Peut-être 1 ou 2. Parce que les gars sont des fois pas vrais. Tu sais, les amis de gars, on se parle d'affaires des fois pas profondes avec ben du monde. Tu sais, moi, j'ai mon ami Paul-Antoine Jeté qui écrit le livre avec moi. Lui, il connaît 95% de ce que je suis, tu sais. Mais il n'y a pas grand monde dans ma vie qui me connaisse autant que ça. Donc, tu sais, tu t'en vas-tu avec un ami d'affaires, « Hey, on va jouer Ouvre ton jeu. » C'est quoi ta pire décision d'affaires? Puis là, il parle, « Ah ouais, tu sais. » Il y a une version business. Mais c'est sûr. mais comme le fait que tu choisis les questions auxquelles tu réponds, ça change la donne. Ça met moins la personne dans une boîte. Tu sais, juste te donner un petit exemple en terminant. À Noël l'an passé, j'ai fait le tour de magasins de jouets et je suis allée dans un magasin de jeux, écoute, à Chicoutimi. Pour faire la promotion. Et il y a un couple qui arrive. Puis là, ben, il me dit, c'est quoi ça? Parce qu'il venait pour faire des cadeaux pour les petits-enfants. Ben, j'explique. Puis j'ai une question. Puis la question, c'est quel a été le deuil le plus difficile que tu as eu à vivre? Puis là, ben, il dit, mettons, mon cousin, tu sais, c'est... Puis sa femme, elle dit, voyons, c'est pas ton cousin, là, c'est ta mère, là. Voyons donc. Ben, c'est pas en tout. Et là, il commence à expliquer pourquoi. Et là, on sent l'émotion qui monte, mais aussi sa femme qui est comme, ben... Je connais pas mon mari. Qui a l'air à se dire, mais j'ai comme pas été sensible à ça. Et finalement, ils sont partis avec le jeu. Elle dit, ben, OK, elle dit, on a besoin de ça. Elle dit, je pensais qu'après 50 ans, on sait... Alors, tu sais, il y a des... C'est pas vrai que dans le quotidien, on se pose autant de questions que ça. Parce que, tu sais, les règles de ce jeu-là, écoute et bienveillance. Tu comprends? C'est rare qu'on s'écoute parce que souvent, on va dire, « attends, moi aussi, ben oui, mais tu dis ça. » Mais de dire, non, regarde, on va s'arrêter. C'est toi qui réponds à la question, je vais t'écouter. Après ça, je pourrais décider d'y répondre si on se connaît. Mais pendant que je réponds, tu peux me poser des questions, mais pas me faire l'effet miroir. Tu continues. Mais là, j'ai-tu bossé ton budget de podcast? J'ai parlé beaucoup, me semble. On s'en fout complètement du budget podcast. C'est ça le beau moment. C'est le moment présent ici. Ouais, la télé, c'est tout le temps formaté. Oui, ici, il n'y a pas ça. Moi, là, c'est le plus beau cadeau de ma vie, c'est d'être libre. Oui, c'est beau ça, Liberté 45, 45 ans. C'est ça, tu vois, Liberté 45. Merci beaucoup, Pierre-Yves McSween. Tu as été extrêmement généreux. Je pars avec mon jeu? Oui. Je vais aller jouer tout seul dans mon sol avec une guitare. Tu mettras ça sur ta to-do list. Exact. Hey, merci à tout le monde d'avoir été là. Je pense qu'on a vraiment appris beaucoup sur toi. Au prochain podcast. Bye-bye. Cet épisode était présenté par Karine Jonca, la référence en matière de soins pour la peau au Québec. Le jeu de table Ouvre ton jeu est disponible partout en magasin et sur randolph.ca.